Aujourd'hui, moi, je suis coach sportif, ok. Je m'entraîne 4 fois par semaine, 1h, 1h30. Et mon métier fait que je passe plus de 60-70 heures par semaine assis. Je suis sédentaire. C'est que j'ai été voir une dermato. Et là, elle me sort, mais il faut arrêter de gratter, parce que là, t'es défiguré. Si à partir du moment où tu vois ça comme un sacrifice, le fait de faire ça dans ta vie au quotidien, alors tu fais pas le bon sport. Un projet long terme qui va t'amener 2% de bonheur à un moment donné, gomme littéralement tous les sacrifices et les douleurs que tu as eu juste avant. Quelqu'un qui écoute de cet épisode-là, s'il veut perdre du poids à la fin de cet épisode-là, ou s'il veut construire du muscle ou prendre du poids. Quelques mots, comment t'expliques ça? Après la discussion qu'on va avoir ensemble aujourd'hui, avec quoi est-ce que tu aimerais que les gens qui nous écoutent repartent? Oh, ça commence fort, c'est une bonne première question. Avec des a priori en moins, de peut-être voir les choses différemment, dans un point de vue qu'ils connaissent pas, peut-être, qu'ils vont découvrir, et peut-être même l'envie de pourquoi pas goûter à la passion qui est la mienne et qui m'anime maintenant depuis plus de 2 ans. Parle-nous de cette passion du coup. Je t'ai invité ici pour parler de différents sujets, bodybuilding, transformation physique, entraînement, plein d'autres sujets aussi qui iront avec. Est-ce que tu peux très rapidement nous parler de ton parcours, mais plus spécifiquement, d'où ça vient? Alors déjà, j'ai toujours baigné dans le sport. Mon père était un féru de gymnastique. Il m'a mis à la gym. J'ai commencé la gym, j'avais 3 ans. J'ai aimé ça, ça m'a plu. J'en ai fait jusqu'à mes 20 ans, à peu près. J'étais en équipe de France, donc j'ai fait ça à haut niveau. Donc j'avais déjà cet esprit discipline, un coach qui s'occupait de moi. J'avais déjà de la diète, même à 12, 13, 14 ans, j'avais déjà des plans de diète à respecter pour mes objectifs de gymnaste. Je voyais pas ça du tout comme une frustration ni une contrainte parce que j'aimais ce que je faisais. Donc à partir du moment où on aime, bah forcément ça passe facile. J'ai arrêté la gym vers 20 ans, que les études c'était incompatible, c'était Ouais. compliqué. C'est pas joueur de foot, on gagne pas sa vie en étant gymnaste, clairement pas. Du coup, je me suis mis à la muscu direct parce que mon meilleur pote qui s'appelle Jérôme m'a chauffé pour faire la muscu. Et ce qui s'est passé, c'est que ça faisait avec une bande de potes, Xavier, Jérôme, il y avait Ludo à l'époque. Heu, on s'est mis à la musculation, ça faisait déjà 6 mois, eux, qu'ils en faisaient. Moi, je suis arrivé là, j'ai commencé à faire 1 mois de muscu avec eux, j'avais complètement explosé de physique par rapport à eux. Génétique, mon parcours de gymnaste et cetera. Là, je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire», donc ça m'a plu. Donc j'ai commencé à travailler ce côté, physique. J'étais jeune, j'avais 20 piges, on veut tous être beaux, sur la plage, les filles et cetera et tout, donc c'était l'époque aussi des films, Stallone, Schwarzenegger. Ouais. Moi, je suis de cette génération-là, donc du coup, on était bercés par les films de karaté, des mecs bien foutus et cetera et tout, donc on avait un peu cette image-là. En tout cas, moi, j'étais bercé par ça. Donc j'ai commencé à faire que la muscu. Mais muscu simplement pour, le plaisir, à la maison. J'étais même pas encore en salle. J'avais vraiment au vieux fond du garage, la machine Domios que mes parents m'avaient acheté, mon vieux banc Décathlon pareil et cetera et tout, je mettais des gants à l'époque. Enfin vraiment le cliché, vraiment j'attaque la muscu avec tout ce que j'achète à 5 € chez Décat, quoi. Tu vois? Vraiment pas le gros matos de fou et j'ai même jamais fait de gros home gym, mais c'était mon premier home gym. Et puis, avec l'âge, forcément, je me suis à travailler, rentrer dans la vie active. Donc j'ai commencé à m'inscrire en salle de sport. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est mon père qui m'a inscrit dans la salle de sport où ils allaient, en fait. Donc Ok. mon père, mes parents sont sportifs aussi. Et donc j'ai commencé la muscu à ce moment-là et j'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc clairement, j'étais jamais rentré dans le monde professionnel ou de compétition comme je suis maintenant. Ça n'était que de la pure musculation, 4-5 fois par semaine, par plaisir, pour la performance, pour le développement de soi. Et également parce qu'à 20 ans, j'étais très complexé parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de peau, eczéma et cetera et tout. Je me voyais défiguré et clairement pour moi, c'était un moyen de me dire: «Je suis défiguré, mais au moins je serai caisse». Tu vois ce que je veux dire? Dans ma tête, c'était ça et c'est comme ça que je me suis créé cette espèce de carapace à oublier mon complexe parce que je me disais: «Au moins j'ai une armure autour de moi» et donc j'ai jamais arrêté et ensuite, ça fait maintenant, le hasard, c'était en 2020, confinement, juste à la sortie du premier confinement. Je tombe sur une story d'un préparateur de compétiteurs, et là, il explique que oui, il y a une belle opportunité, qui se présente. C'est en gros, faire les championnats d'Europe en musculation, en bodybuilding exactement, sans passer par la France, donc les sélections françaises, parce que comme il n'y a pas eu de sélection française à cause du Covid, les championnats d'Europe pour les Français sont disponibles sans passer par ces étapes-là. Et les championnats d'Europe, c'est vraiment des belles compétitions, des beaux plateaux, le staff, les équipes, les lumières, le show, enfin, c'est vraiment un truc assez impressionnant. Et je me suis dit: «Bah, écoute, pourquoi pas essayer?» à la limite, parce que je connais pas. C'est un monde on pourra en parler après, mais c'est un monde que je critiquais énormément, même par le passé. Je ne comprenais pas, ce que faisaient ces gens-là sur scène, concrètement. Et puis je fais les championnats d'Europe. Je suis bon dernier.
pas du tout prêt. J'étais très sec, hein, 73 kilos, 1,80 m, très sec, mais pas du tout bodybuildé comme un bodybuilder, absolument pas. J'ai kiffé le truc, ça m'a beaucoup plu. J'ai changé de préparateur parce que ça s'était pas forcément bien passé avec ce préparateur-là. J'ai très mal vécu cette Ouais. préparation. On pourra même rentrer dans les détails là-dessus tout à l'heure si tu veux. Vraiment ouais, une période pas sympa dans le monde du body que j'ai rencontré. J'ai eu un autre préparateur et on dit souvent que les mentors font souvent la différence et ce mentor-là aujourd'hui m'accompagne encore, c'est Rani. Et ben, il a cru en moi, il m'a fait sortir un potentiel de dingue très rapidement. Au bout d'un an avec lui, je faisais ce qu'on appelle, les championnats de France IFBB, donc avant les championnats d'Europe et je gagne le titre de champion de France. Au bout d'un an où je commence à faire des compétitions, en fait, finalement, je gagne déjà le titre de champion de France en catégorie men's physique, hein, pour ceux qui connaissent un peu le monde du Ouais. bodybuilding, il y a différentes catégories. Donc moi, c'est men's physique, musculaire, c'est-à-dire un peu plus rond que des men's physique de base, c'est un petit peu plus, un peu plus épais, un peu plus trapu. De là, je me chauffe, je me dis à Rani: «Écoute, franchement, j'ai vraiment kiffé l'aventure et cetera, mais le physique que je suis en train de développer ne correspond plus à cette première fédération IFBB, où les physiques sont certes très beaux, mais relativement fins et moi, ma génétique m'amenait déjà à avoir un physique beaucoup plus rond. Je pouvais plus continuer à performer là-dedans, j'allais être «disqualifié» entre guillemets parce que Ouais. j'étais trop gros. Donc du coup, on passe dans une autre fédération qui s'appelle la NPC. La NPC, c'est la fédération qui permet de se qualifier pour Mister Olympia. Mister Olympia, Arnold Schwarzenegger, les plus grands sont passés par là. C'est la big, fédération, on va dire. On se prépare en 2022 pendant 9 mois, grosse prise de masse, ce qu'on appelle off-saison, où on travaille mes points faibles, épaules, dos. Et en septembre 2023, première compétition NPC le 9 septembre, donc c'était il y a pas très longtemps. Et là, ben, il se passe, déjà quelque chose d'exceptionnel, c'est que première montée sur scène, je gagne ma catégorie. Donc ma catégorie, c'est-à-dire c'est Open Class E, c'est à partir d'1,80 m et je gagne les masters, c'est-à-dire à partir de, 35 ans et plus, puisque j'ai 40 ans, je peux faire ces catégories-là. Donc je gagne mon master, je gagne ma catégorie et je gagne ce qu'on appelle l'overall. L'overall, c'est-à-dire qu'en gros, tu es le champion de tous les champions parmi tous ceux qui étaient présents sur scène dans la catégorie men's physique. Donc incroyable, je sors de nulle part, je suis pas absolument pas connu dans cette fédération. Des gens qui sont là depuis des années parfois essaient d'être même troisième, tu vois. Moi, j'arrive là comme un cheveu sur la soupe. 2 ans avant, je fais pas de compétition, paf, je finis déjà champion de France au bout de quelques mois de préparation. On enchaîne, Lille, l'Espagne, encore Lille derrière. À chaque fois, je gagne ma caté, mon master et l'overall. Tout le temps. Mais le Graal qu'on visait, c'était ce qu'on appelle une carte pro. Une carte pro, c'est le saint Graal. Il faut savoir qu'en gros, une carte pro, c'est en moyenne donné entre 0,5 et 1% par an par rapport au nombre d'athlètes présents dans toutes les compétitions à NPC. Donc c'est vraiment très très peu. Hein, c'est le Graal ultime de ce que n'importe quelle personne qui fait la compétition a envie d'aller chercher. Mais moi, encore une fois, je le fais avec, c'est plus l'idée du challenge, tu vois? J'y vais pas forcément en me disant: «Ça y est, demain, j'aurai une carte pro», je vois des gens qui sont là depuis des années à essayer de gagner, même à faire un top 3, tu vois? Une troisième place. J'y crois pas forcément plus que ça. Je me dis: «Pourquoi pas?» Rani, il croit beaucoup en moi. Je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu gagnes ton overall, tu as la possibilité d'avoir une carte pro. Overall à Lille, je perds. Grosse déception. Là, on pourra en parler aussi. J'étais vraiment déçu. J'ai failli même arrêter. J'ai pas voulu continuer derrière, et cetera et tout. Et en fait, d'échanges avec Marine, et cetera, elle m'a reboosté. Enfin, il s'est passé pas mal de choses et on a décidé quand même malgré tout de faire une dernière compétition à Manchester en Angleterre, qui est, la Ryan British Championship. Ryan Terry, c'est, le body goal que j'ai toujours aimé depuis que je suis ado, et cetera et tout. C'est quelqu'un, ça fait plus de 10 ans. Il est d'ailleurs passé Mister Olympia cette année en 2024, en 2023, fin 2023, pardon. Et du coup, je fais cette compétition et je gagne ma catégorie, pareil. Bon, je suis super étonné parce qu'il y avait des beaux physiques quand même, et cetera. Et je gagne l'overall et donc je deviens fait officiellement, IFBB pro. Donc je gagne ma pro card et ça en 35 jours. C'est-à-dire qu'en gros, je suis passé d'amateur à professionnel en fédération NPC. Je fais ma toute première compétition de cette fédération le 9 septembre et le 14 octobre, je finis professionnel. Incroyable. Et puis, comme on en parlait un petit peu avant hors caméra, je pense que très peu de personnes ont accompli ça. Alors, si tu me permets, on rembobine un tout petit peu la cassette et on revient peut-être au début. Yes. Tu te lances dans la musculation, en fait, tout simplement au début. Donc, tu es avec tes potes, etc. Et tu expliques. Et j'ai un petit peu le sentiment que c'est comme beaucoup de personnes qui commencent au début la musculation, c'est souvent pour combler quelque chose Mmh. de l'autre côté. Ça peut être un manque, ça peut être un complexe, quelque chose comme ça. C'est quoi pour toi à ce moment-là? C'est quoi un petit peu cette raison qui te pousse, voilà, à venir sculpter ton corps, à passer des heures à la salle et à commencer vraiment à t'entraîner régulièrement? Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a, peut-être que c'est un chiffre que je vais donner moi, mais je pense qu'il y a plus de 3/4 des gens qui se mettent à faire un sport où on peut travailler un physique ou une esthétique parce qu'il y a quelque chose, un complexe, un mal-être qu'on a envie de régler, tout simplement. Un manque de confiance en soi,
parce qu'on n'arrive peut-être pas à avoir de femmes, j'en sais rien, et cetera et tout. Donc on va chercher, au travers de ça une espèce d'exutoire pour pouvoir Une forme transcender. d'addiction? Oui, bah, forcément, oui, 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 beaucoup. Encore plus même maintenant. Moi, je c'est une addiction extrême dans ma vie au quotidien. C'est classé parmi numéro un de toutes mes propriétés priorités du quotidien. Là, c'est vraiment du matin au soir, j'y pense tout le temps. Moi, en fait, tout vient d'un complexe. Vers 15-16 ans, je commence à développer de l'eczéma et surtout du psoriasis, et notamment du psoriasis versicolore. En gros, si tu veux, c'est un champignon qui vient attaquer la mélanine de ta peau et qui fait que tu as des dépigmentations de peau partout, des taches blanches. J'en avais dans la nuque, j'en avais dans le cou, j'en avais sous les yeux, sur les coudes. Et quand t'as 15-16 ans, que l'adolescence fait que les filles, tu sors avec tes potes, etc. et tout. J'habitais à Toulouse à l'époque, donc on est en Espagne, on est à la mer, Narbonne, Perpignan. Enfin, une vie d'ado, quoi, classique. Grave complexé. Alors que j'étais pas. Je peux pas dire que je suis un beau gosse, ça serait très prétentieux, mais j'étais parmi quand même, on va dire, les garçons qui plaisaient aux filles normalement de tête. Mais par contre, quand il fallait que je me dessape, pour moi, c'était un gros complexe parce que je ne voyais que ça. À tel point que j'ai passé quasiment mes 16 ans jusqu'à mes 20 ans à me cacher physiquement de mes parents. C'est-à-dire que mes parents ne me voyaient plus torse nu. J'étais incapable de me montrer devant eux. C'était même très difficile avec mes anciennes relations de couple, hein, parce que forcément, euh, même me toucher, pour moi, c'était compliqué. Je supportais pas qu'on me touche sur ces zones de mon corps. Pour moi, c'était vraiment un vrai complexe. J'y pensais matin, midi et soir. C'était vraiment très, très fort. J'ai vu des dermatologues, j'ai vu même comment on appelle ça, des magnétiseurs, etc. et tout, pour essayer de faire que ça parte. Euh, bon, maintenant, c'est parti, mais j'ai rien fait de spécial. C'est le temps qui a fait les choses. Et je me souviens, un jour, j'étais voir ce qui m'a vraiment choqué, qui m'a vraiment déterminé à me mettre au sport à fond. C'est que j'ai été voir une dermato et je me grattais beaucoup. Et cette phrase, moi, m'a vraiment fait beaucoup mal. Même rien que de dire penser, ça me fait mal. Pourtant, c'est son boulot quand même, tu vois, la nénette. Et là, elle me sort, mais il faut arrêter de gratter, parce que là, t'es défiguré. C'est le mot qu'elle a employé, tu vois, c'est son boulot. Tu vois, moi, ça m'a choqué, hein. J'avais, allez, 18-19 ans peut-être. Et ben moi, dans ma tête, pendant des années, j'étais défiguré. Dans les yeux de gens, peut-être pas, mais moi, dans ma tête, j'étais défiguré. Et donc, quand je me suis mis à la muscu, j'ai vu qu'au bout d'un mois avec mes potes que mon physique changeait rapidement, de par la prédisposition de la gym, forcément, ça avait Bien sûr. largement anticipé mon physique pour que ça fonctionne. De par que le fait, je commençais aussi à m'intéresser à la diète. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui pour faire tout ce qu'on faisait, mais il y avait des magazines, des choses comme ça. Donc, je commençais à lire, en fait, simplement à m'informer, à me former. Et donc, j'ai commencé à travailler ma diète différemment, etc. Et tout, des rencontres en salle de sport de bodybuilders, même si j'aimais pas ça, c'est eux qui m'ont aussi donné mes premières diètes, etc. Et donc, j'ai travaillé à me faire ma carapace. Vraiment, c'est ça. Vraiment, pour moi, c'était euh, dans ma tête, et même encore maintenant, parfois c'est dur, j'y repense, mais je me voyais vraiment défiguré. Alors, ça peut paraître fou de dire ça, parce que quand je pense à des gens qui sont brûlés suite à un accident ou je sais pas quoi et tout, pour le coup, c'est bien plus grave. Mais moi, dans mes yeux à moi, c'était très grave. Tu vois, vraiment, c'était très, très grave, un vrai complexe. Et je m'étais dit, quitte à être défiguré, autant que je sois caisse, et donc je vais me faire une armure de fou. Et le problème, c'est que je me suis tellement, et tu parlais d'addiction, je rebondis là-dessus, je me suis tellement focusé là-dessus que j'ai fini par croire que plus je développais mon corps, moins j'avais de problèmes de peau, qui n'a aucune relation en fait. Mais du coup, ça n'a pas arrêté en fait. Et ça n'a fait que continuer, 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 continuer. Aujourd'hui, c'est résolu parce que je me vois plus défiguré, je pense avec Marine, ma chérie, du coup, forcément, son regard sur moi fait qu'aujourd'hui, je me sens beau de la tête aux pieds, je me vois briller dans ses yeux, donc Mmh. forcément, c'est parfait. Mais ça a été vraiment quelque chose de très douloureux pour moi dans toute mon adolescence, pendant quasiment de mes 16 ans jusqu'à mes 23-24 ans. Je pense que, beaucoup de personnes qui peuvent écouter ça, moi y compris, quand je t'écoute, je pense qu'à un moment donné de notre vie, on peut peut-être tous s'identifier à un moment donné où on a été, soit complexé, soit, où le regard des autres Mm. a été, important, trop important pour nous. Peut-être parfois même notre regard aussi à nous. Parfois des gens nous ont pas aidés, Ouais, comme dans ton cas, cette dermato-là. clairement pas. Et je pense que le sport, il peut y avoir d'autres choses. Moi, dans mon cas, c'était le sport aussi un petit peu, et cetera. Mais il y a des choses qui peuvent, en tout cas, nous aider à venir contrebalancer et à retrouver cet équilibre-là. À quel point tu penses qu'aujourd'hui, le sport t'a aidé? Hmm. Du moins, ta pratique sportive, à quel point est-ce que tu penses que ça t'a aidé et comment ça t'a aidé? Par rapport à uniquement cette partie sur mes complexes ou dans ma vie en général? Restons sur la partie peut-être des Les complexes complexes. et le fait que tu peut-être avais à ce moment-là un truc où tu te sentais peut-être un peu moins bien dans ta peau, et cetera. Ouais. Comme je développais mon physique, le regard des gens changeait. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'à la limite, me voyant défiguré, j'avais plus envie, au fond de moi, de me dire, je veux pas que les gens me regardent. Mais plus tu changes ton corps, plus tu te transformes, tu prends des pecs, tu prends des bras, les gens te regardent. Donc, en fait, j'avais de plus en plus ce regard des gens sur moi.
Et ben, c'est devenu difficile parce que je me disais: «Merde, je veux me cacher», mais finalement, je m'aperçois que je peux plus me cacher. Et mécaniquement, ça m'a permis de travailler sur moi parce que même si cette dermato avait été violente avec moi, elle m'avait fait quand même j'en ai tiré du bon. Je me suis dit Elle m'a dit: «Arrêtez de vous gratter parce que là, vous vous défigurez». Moi, j'ai retenu défigurer, ça m'a fait très mal, mais j'ai retenu: «Arrête de te gratter» aussi. Et le fait de ça m'a permis de me créer des routines, en fait, anti-grattage. Ça peut paraître complètement fou, mais je me souviens à l'époque, ce que je vais rigoler, ce que je veux dire, c'est dingue, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est fou ce que je veux dire, mais je vais le dire quand même, je me badigeonnais de mercurochrome. C'est-à-dire que sous mon corps, en t-shirt, tu voyais rien, je prenais du je m'a à l'époque, je me souviens, mon ex, ça m'appelait la coccinelle. C'était gentil. Je prenais du mercurochrome et partout où j'avais du psoriasis, j'en mettais partout, en fait. Donc si je devais retirer mon t-shirt, tu voyais un mec avec du mercurochrome partout. Et ça m'a beaucoup aidé en réalité parce que ça me permettait de sécher la peau et surtout de plus y toucher. Parce que si j'y touche, Ouais. ben, j'ai les mains rouges. Ça se voit de partout, tu vois? En fait, comme finalement, le fait de faire du sport, changer mon physique, changer ma confiance en moi aussi malgré tout, ça me faisait du bien. Ça me faisait beaucoup de bien par rapport à ça. Je voyais aussi que le regard des filles, quand j'étais célibataire, changeait aussi. Mais je me disais: «Merde, je me sens aussi fort que je me sens impuissant». Fort quand j'ai un t-shirt, impuissant quand je suis torse nu, alors que je suis en train de travailler pour que mon physique soit beau, tu vois? C'est complètement contradictoire, hein. Et donc je me suis dit à un moment donné: «C'est pas possible, je peux pas continuer comme ça». Et donc le fait de mettre en place ces routines-là, j'ai continué le sport à fond. Je me disais: «Mais Jérôme, purée, tu travailles ton physique en créant des routines, nutrition, entraînement, repos, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu as des résultats». Et si je fais la même chose pour régler mon problème de grattage, beh, en mettant des choses en place, ça aura forcément un résultat positif. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué ma discipline et mes routines que j'avais par rapport à la musculation et au body sur mon hygiène corporelle, entre guillemets, hygiène corporelle sur l'eczéma. Et ça s'est fait comme ça naturellement. Donc le point de départ, c'est ça. C'est aussi, bah, du coup, un petit peu le regard des autres et comment tu te sens, en fait, quand les gens te regardent et cetera. Comment ça évolue avec le temps et avec la pratique? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours important pour toi? Est-ce que tu y fais attention? Est-ce qu'on s'en sépare vraiment? C'est quoi ton avis? Je pense qu'on va l'avoir tous plus ou moins en fonction des périodes de sa vie. Je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai créé mon compte Insta il y a 7-8 ans à peu près, j'avais créé justement pour pouvoir me montrer. Et j'adorais avoir des commentaires des gens parce que ça a été, les premières fois où je me mettrais torse nu en public, hein. Sauf qu'un peu de filtre et cetera et tout, tu peux un peu cacher la misère. Et donc je recevais beaucoup de réassurance extérieure. Mais c'était aussi bon que ça en était dangereux parce que j'en avais besoin. Tu vois, tu parlais d'addiction. À un moment donné, j'ai eu cette addiction réelle de recevoir des compliments extérieurs pour pouvoir me rassurer concrètement sur mon physique, ma peau et cetera. Et tu vois, c'est tout bête, mais par exemple, même encore maintenant, si je devais, je sais pas, imaginons demain, on va faire un sauna, j'en sais rien, je sais pas quoi et tout, je dois me mettre torse nu. Le premier réflexe que je vais avoir, c'est je me tourne vers Marine et c'est: «Comment elle est ma peau?» C'est la première fois, elle me connaît par cœur maintenant, j'ai même plus besoin de le dire. Elle me regarde direct, elle me dit: «Nickel, tout va bien». J'ai besoin encore d'être réassuré, tu vois? Donc, je me suis créé cette réassurance malsaine au final, hein, parce que c'est malsain. J'en ai encore besoin aujourd'hui, mais c'est pas une réassurance, j'ai pas besoin du regard des gens pour savoir comment je suis physiquement au niveau de la musculation. Moi, j'ai besoin de savoir par rapport à ma peau. Ça peut paraître complètement fou, mais aujourd'hui, tu vois, quand je pose, quand je suis sur scène ou autre, mon premier réflexe, c'est de me dire à Marine ou même aux gens qui savent, c'est: «Est-ce qu'on voit quelque chose?» Est-ce qu'on voit des cicatrices? Parce que j'ai des cicatrices. Donc, c'est la première chose que je vais poser. Donc j'ai pas une dépendance au regard des gens par rapport à mon physique, les abdos, les pecs, je suis bien foutu et cetera et tout. Qu'on me le dise, c'est très bien, mais tu vois, je savais même pas que j'étais capable d'aller où je suis aujourd'hui dans le monde du professionnel. Je me nourris pas aujourd'hui, tu peux me dire: «Oh Jérôme, tu as des bras de fou». OK, j'ai des bras de fou. Travaille, tu auras des bras. «Oh Jérôme, tu as des abdos de fou». OK, beh, mange comme il faut, tu auras des abdos. C'est pas ça qui me nourrit. Par contre, le fait que les gens vont me dire, j'ai un exemple super bien, c'est un élève que je coach actuellement pour préparer sur scène en 2025, qui s'appelle Kevin. Je le rencontre à Lille lors de mes dernières compétitions. Et puis, je vois qu'il me regarde un peu bizarrement. Moi, c'est dessus dans ma tête, ça va pas. Je lui dis: «Putain, pourquoi il me regarde? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton, j'ai une cicatrice, j'ai quelque chose». Ça m'a fait bizarre sur le coup, tu vois? 3-4 jours plus tard, il m'envoie, une question, il me dit: «Écoute Jérôme, voilà, je sais pas comment aborder le sujet, mais, écoute, je trouve que tu as une super belle peau. Comment tu fais? Parce que moi, je complais que j'ai des boutons». Putain, dans ma tête, je me suis dit: «Waouh, c'est le monde à l'envers». Mmh mh. Tu vois? Ça, par contre, ça m'a nourri en fois 1000, tu vois? Donc, je me nourris du regard des gens au travers de ce qu'on peut voir sur le côté cicatrice, une belle peau ou pas. Et donc maintenant, beh, je mets des crèmes anti-rides, des machins et cetera. Je veux tout faire pour ce côté-là, mais pas sur le côté musculeux, à proprement parler. Alors je pense que une bonne partie des gens qui se mettent à la muscu vont peut-être plus avoir ce côté regard sur le physique que sur, la peau comme je l'ai moi actuellement. Ouais. Tu as parlé d'Instagram et cetera, de posts, de vidéos, de filtres et cetera. Ça m'emmène sur une question que je trouve pertinente, qui est justement ce monde du fitness, ce ce monde du culte du corps.
mêlé aux réseaux sociaux, l'amplification, le toujours plus, le parfait. C'est quoi ton avis, toi, par rapport à tout ça? Notamment toi qui es dans le bodybuilding, toi qui postes des photos de toi sur scène, etc., avec un physique qui est parfait, et les gens ils pourront aller voir ça à la fin de l'épisode pour aller checker ça. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Selon toi, quels sont les effets pervers qu'il pourrait y avoir, notamment dans la société actuelle? Moi, aujourd'hui, je me sers d'Instagram pour mon image, pour le travail. Quand moi, je me sers d'Instagram à titre personnellement, je vois pas autre chose que du business ou de la performance ou du divertissement. Et ça s'arrête à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui consomment Instagram pour se nourrir, soit pour se rassurer de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils aimeraient avoir, que ce soit physiquement ou même dans la vie. Hein. Maintenant, on voit beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux, on voit que ça. Hein. Et donc, moi, je pense qu'il y a un effet qui peut être positif dans le sens où ça peut motiver les gens à changer de situation. Moi, je vois, les élèves que j'ai, alors qu'ils voient un physique ultra bodybuildé, ils pourraient se dire: «Mais qu'est-ce que Jérôme va m'apporter?» Et moi, je fais la perte de poids. Je fais pas de prise de masse et cetera. Je suis pas intéressé par la prise de masse. J'aime changer les gens qui veulent perdre du poids, qui ont une grosse perte de poids à faire et cetera. Et je me suis spécialisé là-dedans. Et qu'est-ce qu'une personne qui veut perdre du poids? Il irait chercher chez moi en voyant un mec bodybuildé qui fait du posing sur scène. Mais en fait, c'est la discipline. Et donc, je me dis que ces gens-là, j'ai des retours souvent qui me disent: «Mais Jérôme, tu m'inspires à devenir, meilleur sur ma nutrition, mon entraînement, parce que, j'ai un petit garçon, une petite fille, je veux qu'il me voit bien vieillir et cetera». Donc ce côté-là, il est hyper positif. Je trouve qu'il est bien parce que je pense qu'il y a une partie des réseaux qui peut servir à aider les gens à changer, à se développer, à se transformer, à oser faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait. Mais à l'inverse, ben, un peu comme la vie en général, tu as toujours du bon et du mauvais. Il y a le côté pervers de la chose où l'appât du gain, l'appât du nombre de vues, d'abonnés, etc. et tout, avec tout ce que ça peut entraîner derrière, de sponsors, de contrats, etc., fait qu'il y a toujours cette recherche du plus extrême et qui vient complètement déjà qu'il y avait la dictature à l'époque des physiques par rapport à la mode, et cetera. Ah, je pense qu'Instagram, ça finit de planter le clou sévère, où aujourd'hui la génération complètement, je pense elle n'a pas la réalité de ce que c'est réellement un physique en vrai. Parce que moi, le nombre de mecs que j'ai vus sur Instagram, avant même que je fasse de compétition, je les regardais en les badant. Vraiment, je disais: «Waouh, le mec de fou» et cetera et tout. Et j'ai eu l'occasion de les croiser en vrai, sur scène ou parfois dans les backstage et cetera, et là, je les ai pas reconnus. Et c'est là que tu te dis: «Ah ouais, quand même». Je te pose volontairement cette question parce que j'ai une croyance profonde, comme tu l'as très bien dit, c'est que il y a cette sorte de dualité sur les réseaux sociaux où soit ça peut être un vrai moteur pour certaines personnes, ça peut être une vraie source d'inspiration, d'aspiration aussi on peut dire pour certaines personnes, mais à la fois ça peut être extrêmement destructeur. En tout cas, c'est mon point de vue pour plein de raisons, mais notamment moi, dans le domaine du fitness, ce que je vois aussi, c'est le mensonge ambiant, Mmh. tout ce qui est faux, tout ce qui est monté, déguisé, en fait, en fin de compte, où on pourrait avoir l'impression que des gens ont des vies parfaites, des physiques parfaits toute l'année, qui sont des bodybuilders, des pratiquants de muscu, hommes, femmes, parfaits. Et je trouve que ce qui est dangereux avec ça, c'est qu'en fait, on vient créer un idéal Mmh. basé sur quelque chose de faux. Et c'est notre point de repère. Et il y a des personnes qui vont se fixer des points de repère qui sont soit pas atteignables pour eux, pour plein de raisons, soit qui sont faussés parce qu'ils ne reflètent pas vraiment la réalité. Et du coup, il y a des gens qui, toute leur vie, vont courir après ces idéaux-là. Toute la vie seront insatisfaits parce que, bien évidemment, qu'ils pourront rarement, voire jamais ressembler à ça, du moins pas identique. Et du coup, je pense que courir toute sa vie après un truc qui n'est pas atteignable ou qui n'est pas réel, bah, je pense que c'est le pire piège dans lequel on peut tomber. C'est triste. C'est triste même parce que tu t'en rends même pas compte finalement. Et combien de personnes aujourd'hui regardent sur les réseaux sociaux et s'identifient à une personne en disant: moi, je veux ce physique-là. Moi, je veux ça. Moi, je veux ci. Moi, je veux ça. Je l'ai fait le premier. Moi, Ryan Terry, c'était un physique, bon aujourd'hui il est Mister Olympia, il est taillé comme une machine de guerre, mais c'est clairement, un physique qui m'a inspiré, qui m'a donné l'envie aussi également de partir là-dedans. Mais, la dérive en fait, elle est là où moi je trouve qu'elle est vraiment forte, c'est dans le domaine du fitness. Autant dans le bodybuilding, si tu veux, comme c'est je pense en France, c'est très peu connu, voire mal reconnu, alors que tu vas dans d'autres pays. Moi actuellement, je vis au Portugal, limite on me dit: «Waouh, comment tu fais?» En France, de suite, c'est: «Ouais, le mec il triche quoi» ou alors, c'est la génétique, c'est la chance. Hem et le problème, c'est que encore en France, sur le body, du coup, ça va venir. On a cette image des jeunes, et cetera et tout, forcément, à un moment donné, ça va venir. Mais là où je trouve que c'est le plus frappant, c'est sur le fitness en général. Quand tu vois les influenceurs fitness, je vais pas citer de noms, mais j'en ai plein en tête, hein, qui, vendent des programmes d'accompagnement, en disant: «Voilà, grâce à mes vidéos, et cetera et tout, tu auras ce fessier-là, tu auras ce ventre plat, tu auras ceci». Ils vendent ça
plus ou moins cher, mais ils le vendent en quantité tellement hallucinante qu'ils font un business de fou. Et ils mentent en fait à leur audience parce qu'en réalité, le physique qu'ils affichent eux dans leurs vidéos ou sur leurs photos, c'est un physique bâti à la sueur dans leur salle privée qu'ils ont à la maison, où ils passent des heures par semaine à faire du sport, du vrai renforcement musculaire, et pas sauter avec un élastique devant la télé, tu vois. Mhm. Et le problème, c'est que la ménagère, entre guillemets, ou la maman de famille qui va se retrouver à acheter cette cassette-là, version numéro 1, elle va tous se les faire et elle va dire, je comprends pas. J'ai fait tout comme la vidéo, j'ai pas son corps à elle, comment ça se fait? Pourtant, je fais ses recettes, je fais son entraînement et ça marche pas. Et là, de suite, ça va être, bah, c'est ma génétique, c'est ma faute, je fais mal. Et donc, la personne, elle peut s'enfoncer littéralement elle-même dans une spirale de négativité et d'échec complet. Et ça, moi, c'est ce qui me dérange, en fait. Tu as parlé de mythes. Et ça me fait enchaîner sur la question d'après. Tu as parlé donc on a parlé du monde du fitness, mais plus spécifiquement là du bodybuilding. C'est un monde, moi personnellement, que je connais très très mal et sur lequel j'ai pas forcément d'a priori, mais je serais curieux de le découvrir avec toi parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne le connaissent pas, peu, mal, ou qui en ont pas les bonnes, entre guillemets, les bonnes idées ou tout le contexte. Il y a quelques petites questions que j'ai envie de te poser par rapport à ça. Il y a ce terme qui revient tout le temps. Quand on voit quelqu'un à la salle, on voit un physique qui est imposant, des bras très puissants, très massifs. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? C'est de la gonflette. C'est quoi de la gonflette? La fameuse gonflette. Ouais, en fait, c'est parce que le mythe de la gonflette, il est. Alors, je veux dire, il est à la fois vrai et à la fois faux. Ça dépend dans quelle posture on va se mettre. Si tu te mets dans la posture de quelqu'un qui va faire de la force, donc un powerlifter, etc., il va se passer que lui, son objectif, c'est être puissant. Et sauf que travailler lourd n'entraîne pas l'hypertrophie aussi importante que de travailler justement comme du bodybuilding, où on cherche l'hypertrophie. Et là où c'est déconnant, c'est qu'en fait, le bodybuilding, c'est de l'anglais, hein, quand on le traduit, c'est construire son corps. Donc il n'a jamais été question de puissance ou de force extrême dans le bodybuilding, c'est de la croissance musculaire, donc développer, hypertrophier son physique. C'est la recherche de construire la statue grecque ou la déesse grecque telle on peut l'imaginer à la mythologie. C'est vraiment construire son physique. Donc il y a quand même un petit peu de force parce qu'il en faut un minimum, mais ce mythe de la gonflette, c'est parce qu'effectivement, on a toujours cette image de gens qui se mettent à faire du sport, ils sont très gros, mais qui vont pas être ultra puissants parce qu'on les voit s'entraîner avec des petites charges ou des charges moyennes. Mais en réalité, l'hypertrophie, elle peut se faire avec très peu de poids, comme beaucoup de poids. C'est simplement la nuance de comment on s'entraîne et le niveau qu'on a. Mais moi, aujourd'hui, des performances, je bench à quasiment 200 kilos, hein, donc je suis très puissant, il n'y a pas de souci. Mais donc, non, la gonflette, moi, c'est un truc ça m'a jamais atteint, on m'a jamais chambré par rapport à ça, même quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est quand même un mythe qui est en train de plus ou moins s'effacer. Je vois la nouvelle génération qui arrive, je vois des jeunes qui font du posing, etc. et tout. Tu vois, ils ont 20 ans, ils sont à la salle à Basic Fit, ils font du posing, etc. Tu vois, ça ressemble plus à ce qu'on peut voir, moi, à mon âge, dans le monde du body, mais avec une nouvelle génération. Donc, je pense que ce mythe-là, il est assez vieux, mais concrètement, il est à la fois vrai et faux, pardon. Vrai parce que concrètement, c'est pas un objectif de force, et faux parce que c'est un objectif d'hypertrophie, donc forcément, c'est pas l'objectif premier du bodybuilding. On y reviendra après, et justement, on va reparler aussi des différents trophées et médailles que tu as pu remporter. Avant ça, on parlait des réseaux sociaux, les photos, les physiques, etc. Ça, c'est pour moi la partie émergée de l'iceberg. Si on voit le résultat final, on voit le physique parfait, on voit les abdos, les pectoraux, etc. Beaucoup de personnes à la vue de ça, ils pourraient se dire « Ah non, moi pas ça, c'est beaucoup trop pour moi, etc. » Souvent des gens parce que peut-être qu'ils savent pas comment on fait, etc. Ce qui m'intéresse là de savoir, c'est on voit les médailles, on voit les trophées, on voit les compétitions, on voit les super photos, on voit toutes les ceintures, enfin je sais pas si on appelle ça des ceintures ou des médailles, trucs. Très peu de personnes ne comprennent pas aussi ce qu'il y a derrière. Et il y a vraiment un sujet pour moi qui est extrêmement intéressant ici, c'est concrètement, c'est quoi le quotidien quand on fait du bodybuilding? C'est quoi notre journée type? Comment elle démarre? Comment elle est constituée? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'adore le sujet parce que je pense que c'est hyper important d'en parler aujourd'hui, au vu de l'ampleur que le phénomène du body est en train de prendre, notamment en France, où beaucoup de jeunes, dans la nouvelle génération ou même de moins jeunes, se mettent à vouloir faire des compétitions par effet de mode. Parce que justement, on voit tout ce qui brille. Mhm. Tu vois les mecs sur scène, tu vois les filles sur scène, elles sont pimpées, maquillées, etc. et tout. Elles sont là, elles sont tannées, tout ce qui va bien, etc. et tout. On les voit dans des réels hyper bien montés où d'un seul coup elle gagne, elle pleure, elle a sa médaille, etc. Mais c'est ce qui m'est arrivé moi, hein, sur YouTube, on voit, hein, clairement c'est ce qui m'est arrivé moi. C'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment la chose, c'est la meilleure cerise que tu puisses avoir, par contre, parce que c'est clairement là, elle est super bonne. Par contre, ça cache la réalité c'est que c'est pas facile. C'est qu'en réalité, tout à l'heure, je disais qu'il y a 1%
seulement d'athlètes par an mondialement, hein, sur toutes les fédérations NPC, sur toutes les compétitions du monde réalisées par NPC, c'est 1% par an d'athlètes qui reçoivent la carte pro. Donc ça veut dire que dans le monde du body, il y a plus d'amateurs que de professionnels. Donc c'est pour te dire à quel point ça met une barre très haute. Et le quotidien d'un bodybuilder, alors c'est rigolo, moi j'aime pas ce mot-là, même si c'est vrai, je suis un bodybuilder finalement, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal avec ça. Comment tu te définis? Mais je me vois comme un athlète en fait. Je me vois comme quelqu'un. Je vois pas de différence entre quand j'étais gymnaste, quand je faisais de la musculation pour le fun, ou qu'aujourd'hui je cherche à développer fort parce que bodybuilding, ça veut littéralement construire son corps. Donc tu peux le faire pour faire simplement, je sais pas moi, calisthénie, pour poids du corps, ce que tu veux. C'est pas forcément. En fait, en France, le bodybuilder, on s'imagine tout de suite le mec énorme, la gonflette, Schwarzenegger. voilà, Schwarzenegger, 120 kilos de muscles secs toute l'année. Alors que pas du tout. Le papy qui a 50 ans, qui fait du renforcement musculaire à Basic Fit, c'est du bodybuilding. C'est juste que la différence, c'est que moi, après, je suis athlète, donc je vais dans l'extrême du bodybuilding à faire des phases de prise de masse extrêmes et des phases de sèche extrêmes pour arriver sur scène et atteindre l'objectif que j'ai atteint. C'est ça la différence. Mais pour moi, ça reste la construction du corps. Tu vois, donc tout le monde fait du bodybuilding à partir du moment où tu es en salle de sport. Moi, enfin, tant que tu fais du renforcement musculaire, pour moi, c'est ça. Et le quotidien d'un bodybuilder, c'est simple, ça te prend tout. Ça te prend tout, littéralement. C'est-à-dire que ta vie sociale, ta vie familiale, les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas ce que tu fais. Moi, je me souviens une phrase de mon père. Je gagne les championnats de France et il me voit maigre du visage, etc. On n'a plus de joues, on est fatigué, etc. Et tout. On tire vraiment très loin. Et je gagne. Il est super content pour moi, très fier, etc. Et tout. Puis là, une semaine après, je lui dis bon ben là, on enchaîne. Je pars pour une prise de masse de 9 mois pour faire une PC, etc. Et là, il me sort mais t'avais pas dit que tu faisais juste champion de France et c'était fini? Je comprends pas. Ils voyaient pas le pourquoi, en fait, si tu veux. Donc les gens ne comprennent pas. Même très proches, les gens ne comprennent pas. D'autres exemples, c'est tout bête, mais j'ai fait mes 40 ans. 40 ans, c'est exceptionnel, 40 ans. C'est comme 20, 40, 50, tu vois. Les jours de mes 40 ans, je montais sur scène quelques semaines plus tard. Je me suis fait un gâteau à la crème de riz. C'était à la crème de riz qu'on consomme comme flocons d'avoine ou autre. J'ai pris la diète que mon coach me donne et j'en ai fait un gâteau et j'ai soufflé mes bougies pour mes 40 ans avec un gâteau à la crème de riz. C'est pour te montrer à quel point c'est extrême. Tu vois, la réalité, ça veut dire que est-ce que j'ai pas profité du moment? Si, j'étais en famille, j'ai kiffé, c'était rigolo. Je regrette pas du tout. Ok, que j'ai eu un gâteau au chocolat ou un gâteau aux crème de riz, j'ai quand même été avec ma famille. C'est ça le plus important. Mais la réalité, c'est qu'en gros, en off-saison, c'est-à-dire là où tu construis du muscle, c'est le moment le plus important. C'est là où tu dois être le plus discipliné. À l'inverse, les gens comprennent pas, ils pensent que c'est tout, qu'on fait tout dans la sèche et qu'on fait la prise de masse, c'est un peu la fête du slip, je peux manger burger, pizza, faire ce que je veux, etc. Pas du tout. Parce que c'est justement dans cette phase de masse que tu vas construire tout ce que tu vas pouvoir montrer plus tard en sèche. Si tu fais une prise de masse en off-saison de merde, ben, tu auras un physique de merde sur scène. C'est comme ça. Et donc en réalité, ben, en off-saison, c'est pas du tout la fête du slip. J'ai moi un menu type, le même, que je mange du lundi au dimanche, matin, midi et soir collation, c'est tout le temps la même chose. J'ai du riz, de la crème de riz, du poulet, des œufs, des blancs d'œufs, de la viande rouge, quelques légumes, une banane, une pomme. C'est que ça du lundi au dimanche, tout le temps. Au gramme près, ça ne change jamais. C'est-à-dire c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Et je dis bien au gramme près, je précise, parce que par exemple, quand j'étais chez mes parents, hein, je prends l'exemple de mes parents, mais à un moment donné, ma mère, je lui dis attends, c'est 100 grammes. Et elle me dit mais ça va, tu peux manger 1 gramme de plus. Non. Tu vois? Et c'est là que la différence entre un athlète, quelqu'un qui veut demain prétendre monter sur scène pour être le numéro 1 et gagner, ben 100 grammes, c'est 100 grammes, c'est pas 101 grammes. Et donc le quotidien, il est clairement, complètement tourné autour que de ça. Le matin, je me lève, je pense à ça. Le soir, je me couche, je pense à ça. Je dois manger, je dois m'entraîner, je dois travailler mon posing, donc ça, c'est important aussi, et ça en permanence. Donc forcément, ça veut dire pas de restaurant. Encore, moi, j'ai la chance, je fais un brunch toutes les semaines avec Marine et c'est mon kiff. On aime le brunch, donc c'est mon kiff. Mais en théorie, c'est pas de restaurant plus que ça. Tu manges tout le temps brut, jamais d'alcool, jamais le sommeil, c'est hyper important. Donc tu sors pas jusqu'à 4 heures du matin un samedi soir. Tu refuses quasiment 99% des invitations que tu reçois parce que les gens, bah, tu ne vas pas oser ramener ton Tupperware. Moi, j'ai la chance et je remercie mes amis qui sont compréhensifs, c'est que j'ai toujours pu amener mon Tupperware, même avec vous l'année dernière, ramener mon Tupperware directement et manger et faire comme si finalement je profite. Parce que moi, ce qui est important, c'est l'humain. Moi, il y a une chose qui est importante et j'aimerais vraiment pas parler de ça, c'est que euh, si à partir du moment où tu vois ça comme un sacrifice, le fait de faire ça dans ta vie au quotidien, alors tu fais pas le bon sport. Ça sert à rien. Pour moi, si demain tu choisis de faire un sport, peu importe lequel, et que tu vas atteindre un certain niveau, si ce que tu fais à l'intérieur, c'est du sacrifice, c'est une souffrance, alors souffrance, oui, c'est dur, plutôt sacrifice. Souffrir, tu vas souffrir. Mais sacrifice, ça veut dire que ben, change, c'est pas bon. Moi, aujourd'hui, c'est dur,
c'est difficile, je souffre. L'année dernière, t'en souviens, j'ai passé 3 nuits, j'ai dormi 2 heures en 3 nuits. Fatigué, insomnie et cetera et tout. Je mangeais, plus grand chose. Le corps souffre, c'est un extrême, attention, hein. Faut pas forcément faire, c'est pas ce qu'on doit faire au quotidien, mais dans un sport extrême, c'est ça. J'ai pas l'impression de me sacrifier. J'ai pas l'impression de manquer de vie sociale, j'ai pas l'impression de c'est pas parce que j'ai pas une pizza tous les 4 matins, un Est-ce Uber, je sais qu'à pas un quoi moment et donné, tout, non. ça a été le cas? Honnêtement, non, non. Non, parce que je pense que comme j'ai baigné très tôt avec la gym, déjà dans un cadre, c'est pour ça que j'ai dit ça en introduction, dans ce cadre où j'avais déjà de la diète à respecter, des entraînements à faire, j'ai grandi avec une espèce de cadre tout autour, en fait, qui m'a amené où je suis bah, de toute façon, tout ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui vient aussi de notre enfance et cetera, c'est Mmh. logique, hein. Donc non, moi à la limite, là où pour moi ça peut être un sacrifice, c'est que, je prends par exemple mon ancienne relation, pour elle, ça a été un sacrifice que je me mette à fond dans le body parce que les gens me regardaient de plus en plus et cetera et elle a pas supporté ça. Donc ça a été un sacrifice parce que pour elle, on s'est séparés et cetera. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui vit la même passion que la mienne, enfin elle fait pas de compétition, mais qui vit cette passion à travers moi et moi je le vis à travers elle aussi, donc en fait ça se passe super bien. Mais concrètement non, non, j'ai pas eu l'impression de me sacrifier. Jamais. Honnêtement non. Et je pense, alors ce que je veux dire ça peut être fou, mais hem, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis passé pro en 35 jours, c'est parce que justement, j'ai jamais été dans cette mentalité de me sacrifier. J'ai signé, c'est marqué, je sais que ça va être dur. Je sais que je vais pas manger ça, je sais que je vais pas avoir de l'alcool, je le sais, c'est marqué dessus. On vient pas te dire: «Ah au fait, Jérôme, demain matin, en fait, non, non, c'est pendant une semaine, tu manges tout le temps la même chose». Tu le sais. Donc si tu le sais, tu le découvres pas. Donc moi je l'assume, je le vis pleinement, donc j'en suis pas insatisfait parce que je le sais. Mais c'est dur. En parlant de dur, sacrifice, et cetera, c'est comme toute chose, j'imagine qu'il y a aussi peut-être eu des moments où, bah, c'était pas les caméras, c'était pas les scènes, c'était pas les ça. J'ai tourné récemment un autre podcast avec un ami à moi qui est footballeur professionnel et dans son podcast et surtout, hors caméra, il m'expliquait, il me disait: «Mais tu sais, nous les matchs, c'est une fois par semaine et encore on n'est pas toujours sous les projecteurs». Heu, En ce moment, il joue la Ligue des champions et il me dit: «Ça, c'est ça». Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les moments positifs comme ça, c'est peut-être 2% de ce que je traverse au quotidien. Là, les doutes, les remises en question perpétuelles, les jours où tu as pas envie, les jours où tu as envie de tout abandonner, et cetera. Est-ce que c'est la même chose pour toi et en tant qu'athlète dans le body? Mais en fait, oui, clairement, parce que moi j'aime bien, enfin pour moi je pense qu'il y a un mindset à avoir autour de ça, je reviendrai juste après dessus, mais parce que je trouve qu'il est important et bien sûr que moi je me vois encore, je me souviens c'était l'année dernière, j'étais en pleine séance de sport, donc au Blackout, Gym au Portugal. Je me suis mis à pleurer en plein milieu de mon exercice, comme ça. Je sais pas pourquoi. La fatigue, j'en pouvais plus, c'est le corps qui voilà, comme ça. Mais je me suis pas dit que je vais abandonner, j'ai pas compris. J'ai accepté, en fait. J'ai accepté de cette douleur, j'ai accepté cette difficulté et clairement, j'aime bien l'idée de dire qu'effectivement, ça représente que 2%. C'est la fameuse cerise sur le gâteau que je disais tout à l'heure, hein. Mais en réalité et là, j'en viens au mindset que je voulais parler, c'est que pour moi, la vie, c'est peu importe que ce soit au niveau business, vie professionnelle, athlète et cetera et tout, c'est ou bien tu choisis de vivre ton bonheur de manière court-termiste, c'est-à-dire tu consommes régulièrement des petites doses de dopamine dans lesquelles tu deviens vite addict, mais qui sont pas puissantes et qui te ramèneront jamais de vraie, confiance en toi, d'estime de toi, de satisfaction, de réalisation de soi. Ou bien tu choisis d'aller chercher du long terme, qui est beaucoup plus dur, c'est clair, qui ne sera pas donné à tout le monde, parce que rares sont les gens qui vont dans le long terme en réalité, mais pour lequel tu auras un parfait épanouissement et un bonheur ultime. Même si c'est que 2%. Moi j'en parlais avec une de mes élèves au téléphone il y a 2-3 jours, je lui disais pour moi, alors c'est l'image que je lui ai dit, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais c'est que une femme enceinte, elle accouche, c'est probablement la plus grosse douleur du monde. Elle voit son bébé sortir, si tu lui demandes quelques années plus tard, c'est quoi qu'elle se souvient, elle va pas te dire: «Ah, c'est la douleur». Mmh. Jamais elle t'en parlera. Elle va te parler que du bonheur ultime, ces fameux 2% sur ces 9 mois d'accouchement. Ça dure quelques minutes du bébé qui va sortir, qui va naître. Et toi, tu le sais, tu es jeune papa depuis pas longtemps. Et donc la réalité, elle est là. Et ben moi, je le mets dans la même chose. C'est-à-dire que un projet long terme qui va t'amener 2% de bonheur à un moment donné, gomme littéralement tous les sacrifices et les douleurs que tu as eues juste avant. Beaucoup de personnes pourraient, justement, encore une fois, peut-être, se reconnaître dans ce que tu dis, avoir un objectif, avoir de l'ambition et cetera, mais aussi passer par des moments où c'est un petit peu plus dur. Très rapidement, j'aimerais vraiment juste faire une pause sur ces moments-là parce que c'est des sujets dont, très peu de personnes parlent, osent parler et cetera. On veut toujours que les gens nous perçoivent, comme,
idéaux, la vie idéale, le corps idéal dans ton cas, etc. Mais très peu parlent en fait de ce qu'il y a derrière, comme tu le dis très bien, les sacrifices, etc. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce moment-là, justement, en l'occurrence, où tu te dis, putain, je m'effondre, je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, c'est quoi les sensations que tu as, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je vais prendre un exemple très personnel qui m'est arrivé, et qui va me parler fort parce que alors c'est un cas très spécifique, mais à 1 semaine des compétitions, j'ai perdu mon grand-père. Donc forcément là, tu envie de tout remettre en question. C'est le père de ma maman. C'était ma première scène que j'allais faire pour le 9 septembre, la NPC. Moi, dans ma tête, c'est j'abandonne tout, j'arrête parce que la famille, c'est plus important. La famille, c'est la famille, quoi, c'est le sang. Et c'était surtout vis-à-vis de ma mère. Je me voyais pas ne pas y aller, tu vois, tout simplement. Et en fait, à la bonne surprise, c'est l'inverse, c'est ma mère qui m'a dit: «Non, non, après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu viens de faire, honnêtement, non. Au contraire, va gagner pour lui». J'ai gagné pour lui, c'est la première pensée que j'ai eue quand j'ai gagné, c'est la première pensée que j'ai eue, c'était pour mon grand-père. Et donc des moments difficiles, on en a en fait en prépa. Celui-ci pour le coup, il était très dur parce qu'il était clairement, à titre personnel, il te touche forcément. Donc ça, on va dire que c'est plutôt le côté psychologique, hein, émotionnel. Mais après, tu vas avoir tes côtés très durs au niveau physiologique, au niveau physique. Ton corps te suit plus. Moi, je suis quelqu'un qui marche naturellement rapidement. À partir d'un moment où je sais que je rentre dans mon processus, je sais que je suis dans le bon quand Marine est devant moi. Clairement, quand Marine commence à être devant moi, je sais que je suis dans le dur, ça vient, j'ai les jambes dans le coton. C'est-à-dire que, la moindre énergie que je vais avoir, je vais la garder pour tout ce qui est important. Bah, le travail, je peux pas ne faire n'importe quoi, c'est logique, tu vois? Donc je vais focuser là-dessus. Je suis obligé de faire des siestes, au moins 2-3 siestes d'1/4 d'heure à 1 par jour pour compenser ça. Il y a des matins, je me lève et j'ai littéralement mal dans tout mon corps parce que tu t'entraînes dur, c'est-à-dire qu'il y a aucune différence entre la dureté et l'intensité de ton travail, ton entraînement, pardon, entre ton off saison, donc ta prise de masse et ta sèche. Tu dois garder le même niveau d'intensité, sauf que tu manges quasiment rien. Donc l'énergie, tu l'as plus. L'énergie physiologique pour te Comment on donner, se sent tu l'as pas. C'est affreux parce que ton temps de récupération, il est plus. Chaque répétition est douloureuse. et dans le quotidien? Moi, honnêtement, c'est pas forcément dur pour moi, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. Donc, me voir comme ça me dérange pas parce que ça me rassure, ça me dit que je sais que je suis dans le bon processus. Par contre, voir les gens me voir comme ça, notamment je pense à Marine ou mes parents, ça me fait mal parce qu'en fait, ils me reconnaissent pas. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis plus le Jérôme qu'on connaît. Je peux m'énerver beaucoup plus facilement, clairement. Je manque de patience. J'ai envie de rien. Alors que d'habitude, j'ai envie de tout, de voyager, bouger, et cetera et tout. Là, si je suis pas en train d'organiser tout, de A à Z, il se passera rien. Je serai capable de me lever, faire ma collation, aller m'entraîner, rentrer, dormir. Je ferai plus que ça, en fait. Et la spirale qui est dangereuse, c'est celle-ci. J'ai jamais eu à la faire parce que je suis bien entouré et que je parle beaucoup. C'est-à-dire que des fois, je me lève le matin et je dis, Marine, là, aujourd'hui, il faudra pas me parler. Il faudra pas me parler parce que je le sens, je le sens. Autant les premières années de compétition, je le sentais pas, je le savais pas venir. J'étais une loque humaine, je passais mon temps dans le canapé à plus bouger, c'était affreux. Autant maintenant avec l'expérience, même si la douleur reste la même, tu l'as vécu une première fois, tu sais que ça c'est normal. Déjà, entre la première fois où tu le sais pas, parce que réellement ce processus-là, il se fait à tout le monde, hein. C'est pas que à moi. C'est-à-dire ce processus où tu vas avoir les jambes dans le coton, fatigué, ton cerveau il réfléchit plus. J'ai une anecdote à te raconter, j'étais au téléphone avec un prospect, pour vendre mon coaching. Ça dure 30-45 minutes, je parle beaucoup et à un moment donné, il parle beaucoup. Moi, j'étais allongé comme ça dans le fourgon à l'arrière. Je suis allongé comme ça, je me suis endormi. C'est Marine qui a toqué, je ronflais. Je te jure, je ronflais. C'est ouf quand même. Donc c'est pour te dire à quel point l'état de fatigue est extrême. Parce que t'endormir en pleine discussion, j'ai pas 5 grammes, tu vois, je suis pas bourré, quoi, tu vois. C'est juste que mon corps est fatigué. C'est un truc de dingue. Et là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Là, c'est que ça commence à tirer fort, tu vois. Donc, c'est clairement difficile. Je me lève le matin, des fois, j'ai pas envie. Mais clairement pas. J'ai pas envie d'aller m'entraîner. J'ai pas envie de me lever. Tout simplement, je suis fatigué. Tu sens que c'est dur. Par contre, j'en reviens sur cette dopamine long terme. La réussite long terme de mon objectif est tellement plus forte et mon pourquoi je veux le faire est tellement fort qu'en fait, ça me met dans une discipline hors norme qui me permet d'y arriver quand même, en fait. Donc je suis pas un surhomme, hein, en réalité. C'est simplement que mon pourquoi je veux le faire, en fait, j'ai trouvé quelque chose qui m'anime, qui fait vibrer. Donc c'est facile de me mettre des routines et des disciplines qui me permettent d'y arriver. Est-ce que tout le monde, s'il a un vrai objectif de transformation, on va y revenir juste après, j'ai quelques questions là-dessus pour toi, mais est-ce qu'avoir un pourquoi, c'est important? Justement, est-ce qu'avoir une vraie raison de pourquoi on fait les choses? Pourquoi il faut aller faire cette séance qu'on n'a pas envie de faire? Pourquoi il faut manger
correctement. Je parle pas d'être bodybuilder dans ce que je dis là. Je parle de monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on doit avoir un vrai pourquoi? Je pense que c'est essentiel et c'est même vital. C'est-à-dire que si on prend de base le corps humain, si on parle de manière purement reptilienne, le pourquoi du corps, c'est s'adapter pour pas mourir. Donc c'est s'adapter à la survie. Donc tout ce qui va vivre dans sa vie entière, le corps va s'adapter à un virus, je sais pas quoi que ça, il va s'adapter pour toujours vivre. Bah, le principe de l'être humain aussi, c'est ça, c'est que si à un moment donné, tu trouves pas un pourquoi qui te fait avancer, qui t'anime, et cetera et tout, oh, la vie elle est triste. Je trouve que c'est chiant. Tu vois? Donc franchement, et encore, je pense que on trouve peut-être pas tout de suite le truc, tu vois? Je pense qu'on a tous un truc dans lequel on va exceller à un moment donné et je souhaite à tout le monde de trouver ce truc. Moi, je pense que j'ai trouvé au travers du sport. La gym déjà, j'avais clairement un très bon niveau et le monde du body m'a apporté encore plus. C'est ce truc qui me va. Qu'est-ce qui fait que demain, le meilleur joueur de foot, c'est le meilleur joueur? C'est qu'il y a la génétique, il y a sa discipline, il y a son mindset, mais il est fait pour ce truc. C'est comme ça. Et je pense qu'on a tous ce truc. C'est pas forcément que dans le sport, hein. Ça peut être, je sais pas, dans la vie personnelle, professionnelle, peu importe, mais on a tous ce truc qu'il faut aller chercher. Le pourquoi, il est pour moi essentiel et vital parce que si derrière, tu ne. En fait, c'est simple, pour moi, tu avances dans le vide. C'est-à-dire, si tu sais pas où tu veux aller et pourquoi tu veux le faire, ben, tu avanceras pas du tout. Et je pense aussi qu'il aide ce pourquoi, si ce pourquoi il est suffisamment fort, si tu sais pourquoi tu fais les choses et si ta motivation elle est plus forte que le reste, bah, c'est ce qui t'aide à faire la séance que tu n'as pas envie de faire, C'est ça. à te motiver les jours où tu préférais rester dans ton canapé ou à bouffer des chips devant Netflix, tu vois. Et je pense que tout le monde doit partir de ce point de vue-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises toi avec tes clients dans tes programmes? Ah, mais concrètement, c'est-à-dire que moi, j'essaie de les rassurer d'ailleurs parce que souvent ils me disent: «Moi Jérôme, je veux pas devenir comme toi mais moi je veux pas un extrême comme toi et cetera». Je les rassure parce que souvent ils ont un peu peur de ça. Ils s'imaginent que j'accompagne mes élèves de cette manière-là. Pas du tout. Par contre, oui, sur le mindset, le pourquoi et cetera, oui, pour moi c'est essentiel et pour moi c'est évident, c'est qu'en fait, Heu, alors j'ai aujourd'hui, mon coaching fait que j'ai, assez de clients, ça marche bien. Je me permets de pouvoir sélectionner avec qui je travaille. Mmh. Donc c'est un vrai luxe, hein, ça j'en suis conscient. Mais c'est un vrai luxe pourquoi? Parce qu'aujourd'hui quand je suis avec ces personnes-là au téléphone, avec mes futurs élèves, je leur pose tellement de questions que j'arrive à creuser le pourquoi. Et aujourd'hui, je refuse une personne pour qui le pourquoi est complètement superficiel. Alors là, Mmh. tu pourrais me dire: «Oui, mais Jérôme, toi, tu avais du psoriasis et cetera et tout, ton pourquoi il était superficiel». Non, peut-être que pour cette personne, il va penser que c'est superficiel, mais pour moi, c'était quelque chose de fort. Dans le principe de la douleur, du complexe ou du pourquoi, on n'est pas tous égaux. Il y a quelque chose qui pour toi sera complètement anecdotique, pour ton voisin, c'est hyper puissant. Donc moi, je juge pas il y a pas enfin, je vais pas être en train de dire: «Ah non, toi, c'est pas assez fort, je te veux pas». Par contre, tu sais quand tu arrives à creuser le pourquoi, moi, au téléphone, je le sens et je sais pertinemment que ça m'intéresse parce que je sais que je vais arriver à l'aider. Parce que justement, son pourquoi il est puissant. Et je préfère dire à la personne: «Tu pas prête? Travaille sur vraiment pourquoi tu veux le faire et on pourra». Qu'est-ce qu'on se pose comme question justement pour se rapprocher, trouver ou au moins se rapprocher justement de notre pourquoi on fait les choses et de venir déclencher, de trouver ce déclencheur qui peut nous aider à faire quelque chose. Là, on parle du sport, mais ça peut être dans un autre domaine, hein. Mmh. Typiquement, si j'étais là aujourd'hui, que tu m'aurais un appel, c'est quoi le type de question que tu me proposerais, que tu me poserais et qui permettrait de le découvrir? Bah, ça va dépendre parce que moi j'aime bien d'abord laisser la personne me raconter un peu sa vie en fait et en fonction de ça, je vais beaucoup tourner autour de ça, échanger. Il y a différents facteurs, des gens ça va être pour la santé, des autres ça va être pour le pur esthétique, ça va vraiment dépendre de plein de choses mais moi j'aime bien creuser sur la réalité de aujourd'hui, si tu es venu chez moi, si tu m'as appelé, si tu es là au téléphone avec moi, c'est que quelque part, tu veux changer quelque chose. Ça peut être soit une partie physique que tu n'aimes pas de ton corps, soit une routine, soit une crainte pour la santé à venir, soit par rapport à un regard extérieur, parce que parfois, on veut pas changer pour soi, mais on veut changer à cause des gens à côté. Et ça, c'est pas forcément bien non plus. Mais bon, peu importe, c'est quand même une raison de changer. Et donc, moi, je vais creuser sur ça, si tu là aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément une douleur forte, quelque chose qui t'anime, qui fait que tu ne supportes plus quelque chose. Quelque chose qui tu penses du matin au soir. Mmh. Quelque chose qui fait Mmh. que c'est tellement ancré, ça te flingue en fait, ça te fait du mal et ça vient même impacter ta santé, ta vie sociale, ta vie professionnelle, toi en tant qu'individu complet en fait. Et donc quand tu en arrives à ça, ben à un moment donné, tu peux pas rester dans le déni parce que malheureusement il y a des gens qui restent dans le déni et tu dois faire quelque chose. J'ai un exercice que j'aime bien. Je sais plus quand est-ce que je l'ai entendu. C'est peut-être il y a 5 ans en arrière avec d'autres entrepreneurs avec lesquels je participais à un événement. Et c'était un exercice qui nous permettait justement de se rapprocher de notre pourquoi fort et notre pourquoi fondamental de qu'est-ce qui fait qu'on entreprend quelque chose. Et l'exercice, il était extrêmement simple. Il disait simplement, donc, tu prends un bout de papier et tu écris l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc, tu écris ton objectif sur ton bout de papier. Et de là, tu réponds à une première question. Pourquoi c'est important pour toi de l'atteindre? Donc tu réponds, c'est important pour moi, parce que si, parce que ça. Et là, on prend cette question-là et on dit, mais ça, pourquoi c'est important pour toi? Et là, tu vas creuser dans un deuxième niveau de pourquoi.
c'est important pour moi d'atteindre ça parce que ça. Ok, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est encore plus important? Et en fait, généralement, il faut 6 à 9 fois la question qu'on se pose pourquoi, ou on écrit à chaque fois pour aller vraiment creuser c'est quoi le truc au fond de nous qui nous pousse à passer à l'action, c'est quoi ce truc qui nous challenge. Et du coup, ça peut nous aider. Le pourquoi aussi, ça peut être donc une douleur. Généralement, ça peut être un point de départ, mais ça peut être aussi une vision long terme. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, c'est de dire un objectif ultime, un truc qu'on veut atteindre. Et ça peut être un pourquoi je veux que ma vie ressemble à ça. Je veux que mon corps peut-être ressemble à ça. Et je pense que si on identifie déjà le point de départ et clairement aussi là où on veut aller, je pense que ça peut être vraiment un driver. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est même essentiel parce que sinon, comment veux-tu déterminer ton plan d'action? Parce que tu n'arriveras jamais de ton point A à ton point B d'un seul coup. Il y a le gap entre les deux. Plus les obstacles que tu rencontres. Exactement. Parce que, j'allais dire, rien ne se fait en 35 jours, si, la preuve. Mais c'est pas encore. Ouais. Non, parce que tu as fait en 35 galéré, jours, voilà. tu as préparé 10 ans en 35 jours. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce qu'il disait Usain Bolt, c'est qu'il s'entraîne, je sais plus, depuis 10 ans. Ouais, c'est ça, il dit, ça fait 4 ans que je m'entraîne pour courir 9 secondes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce principe-là. Je pense que le point A, là où ils en sont actuellement, ils l'ont forcément, ils savent, ça c'est facile à déterminer. L'objectif, c'est peut-être un peu plus compliqué, les gens parfois ont du mal à se projeter. Court terme, oui, moyen terme, ça commence à être compliqué, long terme, c'est encore plus compliqué. Mais je pense que c'est un exercice essentiel. Et à partir du moment où tu as effectivement une projection de ce que tu veux dans l'année, à 5 ans et dans 10 ans, je pense qu'à partir du moment où tu construis comme ça, tu vas pouvoir échelonner quelles sont les étapes et les actions que tu peux mettre en place, tout simplement parce que si à un moment donné, tu ne mets pas des pauses, entre guillemets, ou des points de réussite, bah, tu ne vois jamais avancer, quoi. C'est infernal, le truc. Ça dure 10 ans, tu dis, mais j'y arrive quand, quoi. Tu vois, c'est le mec qui part pour un marathon, mais en fait, on lui a pas donné de chrono, ni de distance, il sait pas où il arrive. Ni la route. Et il court. Voilà. Ni la route. On t'a dit, c'est 40 km. Mais oui, mais j'en suis où? Je sais pas, tu vois. C'est infernal. Ben là, par contre, si tu sais que dans un an, ben, si tu dois atteindre ça, ok, mais qu'est-ce que je fais pour atteindre ça dans un an? Et dans 3 ans, je veux être à ça, ok, mais qu'est-ce que je fais? Et tu écris ton plan comme ça. C'est typiquement ce que j'ai fait moi pour ma préparation avec Rani. Le monde du body te demande de correspondre à des critères physiques. Physiques qui sont pas du tout forcément ceux que on veut dans la vie de tous les jours. Grosses épaules, gros pecs, taille fine, etc. et tout. L'humain n'est pas taillé comme ça par définition. On est plus en H et pas en V, tu vois. Et ben moi, j'avais un manque d'épaule, un manque de dos. J'ai encore un peu un manque de dos, même si on a beaucoup progressé. Mais on y travaille. Ben, tout mon plan des 9 mois de prise de masse a été réalisé avec des blocs pour correspondre à l'évolution de mes épaules, l'évolution de mon dos, etc. Donc le pourquoi, on l'avait, on savait pourquoi. Mais pour gagner, il te faut du dos, il te faut des épaules, donc on savait notre pourquoi. On a échelonné notre plan d'action en fonction de ça. Alors c'est encore pire, parce que si au pire, tu n'as pas d'objectif à la fin, mais que tu n'as pas ce fameux pourquoi défini et ton objectif clair à la fin, bah, tu vas peut-être mettre des actions en place au milieu, et il ne se passera jamais rien. Au pire, tu t'éloignes carrément. Et c'est l'échec total, quoi. Si quelqu'un nous écoute là, dans cet épisode-là, et qu'il est intéressé par la musculation de manière générale, et que c'est quelqu'un qui cherche à se bâtir un physique homme-femme, avec pour objectif de se bâtir un physique dont il est fier, notamment au travers de la musculation, si tu devais donner un petit peu des règles fondamentales, des commandements qui sont les choses à absolument respecter si on veut être sûr d'atteindre ses objectifs rapidement, et de manière, comme je l'ai dit, la plus sûre, donc la plus certaine possible. Ce serait quoi tes commandements à toi qui guident peut-être ta vie et qui guident aussi peut-être tes clients et qui, si on les applique à la lettre, nous permettent de progresser et d'arriver à notre objectif? Déjà, il y a un mot que tu as dit, c'est rapidement. C'est pas possible. Mais on est d'accord que 100% des gens, quand il s'agit de transformation physique, la première question, c'est rapidement. Mais bien, c'est le propre à l'humain. Toute action qu'on veut qu'elle se fasse, on veut la faire la plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Alors, je change ma question et je la pose en te disant, on enlève le mot rapidement, mais je vais te dire plus rapidement que s'il ne connaissait pas les 11 commandements. Ça me va bien. Okay. ça me va bien. Non, mais c'est important parce que je suis confronté à cette question souvent, les élèves au téléphone, qui me disent, mais moi, Jérôme, en 3 mois, je veux prendre 10 kilos de muscle ou 20 kilos de muscle, ressemble à Hulk. Tu dis, c'est pas possible parce que la dérive des réseaux sociaux, etc., etc. Donc en fait, aujourd'hui, je suis obligé de justifier parfois. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Un mec que j'ai au téléphone, etc. et tout, il me dit, on parle, ça passe très bien. Il me dit, donc Jérôme, toi, tu me dis qu'en gros, par rapport à mon objectif, aujourd'hui, en 3 mois, c'est tu sais pas faire. Bon, déjà, il me pique un peu, tu vois, tu sais pas faire, j'aime pas ça. Et je lui dis, non, c'est pas que je sais pas faire, c'est que la réalité de ce que tu me demandes n'est pas atteignable. On peut le faire, mais moi, je pense que si on fait ça et ça, il nous faut 6 à 9 mois minimum, etc. Ah, bah écoute, si tu sais pas faire, moi, j'irai voir quelqu'un d'autre parce que je sais qu'ils peuvent le faire. Ben, je lui ai dit, écoute, c'est simple, vas-y, tu le fais. Tu viens me revoir dans 3 mois. Si tu as les résultats que tu m'as dit que tu as eu au bout de 3 mois,
ben, je te rembourse le coaching que le mec t'a payé. J'ai jamais eu de nouvelles. Il m'a jamais rappelé, tu vois. Pourtant, j'ai dit, je te repaye ton coaching, quoi, tu vois. Jamais il est revenu. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a la réalité, encore une fois, de ce que malheureusement les réseaux veulent faire croire et la réalité physiologique et de la vie. Parce qu'en réalité, moi, aujourd'hui, je me suis créé un environnement qui me permet de faire ce que je fais. Je travaille en ligne. J'ai 2 télétravails. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir gérer mon temps. Et dans ce monde-là, pour aller dans des extrêmes comme le mien, il faut du temps et gérer son temps. Donc ça, c'est la première chose qui, moi, m'a permis d'y arriver. Mais sauf que le commun des mortels, entre guillemets, en toute bienveillance, ben, c'est pas la vie que j'ai moi actuellement. Moi, je l'ai choisi exprès pour faire ça. Donc, si on part du principe que monsieur, madame, tout le monde, c'est vie de famille, les restos, les week-ends, le boulot 35 heures, etc., plus, enfin, toute la vie, quoi, classique, hein, le schéma classique, ben, la réalité, les piliers pour moi fondamentaux, ça serait effectivement déjà, la base, c'est une diète, c'est une évidence, et d'avoir une diète qui soit en place avec des bonnes routines, mais pas de frustration. Parce qu'encore une fois, plus on se frustrera, plus on est voué à l'échec. D'autant plus qu'encore une fois, moi, je vais pas avoir de frustration. Pourquoi? Parce que mon pourquoi est tellement fort et qui nécessite un niveau extrême que si je ne fais pas cette frustration, je peux pas être sur scène demain. Mais là, pour perdre du poids, prendre du muscle, il n'y a pas besoin d'aller chercher cette frustration extrême. Deuxièmement, forcément, c'est l'entraînement. Et avec intensité. Et là, je m'adresse aussi aux dames. Souvent, c'est oui, mais je veux pas faire de muscu, je veux pas ressembler à un homme. Et moi, quand j'ai des élèves au téléphone, je leur dis, bah, écoute, c'est simple. Est-ce que tu as été à la plage cet été? Oui. T'as vu des hommes? Oui. Probablement, il y en avait au moins un bon tiers qui fait de la musculation. Est-ce qu'ils étaient tous taillés comme des machines de guerre? Non. Donc, est-ce que tu penses qu'une femme sera taillée comme une machine de guerre parce qu'elle s'entraîne 4 fois par semaine? Non. Si c'était si facile que ça, tous les mecs, ça c'est la phrase que je jure tout le temps. Si c'était si facile que ça, s'entraîner, tenir une diète et être musclé, il y aurait que les statues grecques et des déesses grecques sur les plages. On en est loin, clairement pas. Hein, c'est pas le cas. Et la troisième chose, c'est le sommeil, tout ce qui est le repos quotidien, le sommeil de la nuit, bien sûr, mais aussi le repos d'entraînement. Combien de fois j'en vois qui s'entraînent 6-7 fois par semaine en pensant que ça sera mieux? Less is more. Dans la musculation, le développement du corps, less is more. Un bébé met plus de 9 mois à se créer. Comment on peut penser qu'on est capable de, d'un seul coup, en 3 mois, prendre des bras énormes, des pecs énormes? Non, le corps ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas aller à l'encontre du corps, comment il fonctionne. Et le petit dernier que j'aime bien, pour moi, il est quand même important, c'est la patience. Je pense qu'il n'y a aucun, je dis toujours que Jérôme ne s'est pas créé en un jour, mais c'est la réalité, ça, c'est la patience. Vouloir aller trop vite, c'est aller à l'échec. Et ça, je pense, quasiment dans n'importe quel projet qu'on peut vouloir faire en place. Je ne parle pas de vouloir aller vite dans de l'action, mais vouloir aller vite dans le résultat. C'est pas la même chose. Vouloir aller vite dans l'action pour tester. Moi, toi, tu parles sur le test and learn. Moi, j'adore ça. Moi, je reprends beaucoup ton expression en ce moment parce que ça me drive beaucoup. Et donc, tester et passer à l'action rapidement pour voir si ça donne des résultats, oui. Mais penser qu'on ira aller plus vite et manque de patience, non. Comment on fait si on est pressé justement pour avoir des résultats? Question bête parce que très peu de personnes, là il y a beaucoup de personnes qui vont t'écouter, qui vont dire patience, ouais, mais t'es gentil Jérôme, moi j'ai envie de changer maintenant. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour être patient? J'allais dire on utilise la sauce magique, mais même ça c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ça serait bien, ça serait beau, mais c'est pas, ça marche pas non plus comme ça. Est-ce qu'au final ça revient pas justement à ce pourquoi fort de se dire je préfère avoir mon pourquoi fort et être prêt à fournir les efforts pour y arriver de manière certaine si je suis patient 1 an, 2 ans, 3 ans, plutôt que de vouloir résultat à court terme? Est-ce que c'est pas ça, encore une fois, la réponse? Si, mais est-ce que c'est ça qu'ils veulent entendre? Non, mais est-ce qu'on est là pour dire ce qu'ils veulent entendre? Non. Ah non, nous, clairement pas. Non, non, non. Moi, c'est un truc que je me donne comme fil conducteur au quotidien dans mon coaching, c'est réellement de leur dire clairement la vérité. C'est quoi les mensonges qu'on nous raconte aujourd'hui? Partout, tout le temps. Déjà, par exemple, on va te dire, si tu fais des abdos, tu perds du gras du ventre. Tu vois, fais cet exercice-là. En fait, c'est simple. Dès qu'il y a marqué, fais cet exercice-là pour perdre du gras, c'est un mensonge. Puisque le gras ne se perd pas de manière localisée, sauf si tu fais la chirurgie esthétique. Mais sinon, moi, je me souviens à l'époque, je le vois encore, j'avais une discussion une fois avec mon père, il y a ça 10 ans en arrière, le fameux mouvement de bâton, comme ça, tu sais. Il y a 10 ans en arrière, tout YouTube, etc. Tout, ça y est, si tu fais des mouvements de bâton, t'affines la taille. Parce que tu perds du gras de la taille. Mais non, c'est pas vrai du tout. Ça fait absolument pas ça. Le gras se perd de manière partout dans tout le corps en fonction de ta diète et ton entraînement. C'est tout. Il n'y a pas d'exercice qui cible. Donc déjà, dès qu'il y a marqué exercice qui cible ça pour perdre du gras, c'est mort. Le problème, c'est qu'on en a beaucoup. On use tous de ce stratagème parce que comme c'est ce que les gens veulent entendre, à un moment donné, c'est à nous peut-être de leur dire comme ça pour pouvoir les avoir en échange et leur dire la réalité de ce qu'il faut avoir derrière. Hein, c'est du marketing, mais c'est comme ça. Comment perdre du gras? Déficit calorique. Point. Déficit calorique. Modéré, 300, 500 calories maximum. Et pourquoi personne nous dit ça aussi simplement que c'est en réalité? C'est-à-dire, pourquoi personne va nous dire, si tu veux perdre du poids, tu as juste à compter tes calories et manger moins que ce que tu consommes. Si tu veux prendre du poids, tu dois consommer plus de calories que ce que ton corps consomme. Pourquoi personne nous simplifie cette information-là? Parce qu'elle est extrêmement simple. Et je vais même aller plus loin dans ma question, c'est
pourquoi personne nous apprend ça depuis qu'on est jeune? Depuis le plus jeune âge, pourquoi c'est pas un truc qui est ancré dans nos mœurs et dans notre quotidien? Un sujet qui est intéressant, c'est que la nutrition en soi, ça fait pas 50 ans qu'on s'en préoccupe, que ce soit dans les pays en France ou en Europe, même si certains pays sont plus avancés que nous. Moi, je le vois déjà au Portugal, sur la question de la nutrition au quotidien, quand on fait nos courses, il y a des choses de bien plus protéinées de partout qu'on n'a pas du tout en France, tu vois. Donc, on n'a pas accès à la même nourriture. Donc ça, la nutrition en soi, je pense que c'est pas un sujet ça fait pas 100 ans qu'on s'y intéresse. On s'y intéresse que depuis que finalement on s'aperçoit qu'il y a de l'obésité et qu'il y a l'augmentation des maladies cardiovasculaires, qu'il y a de plus en plus. Alors oui, il y a 40 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on regardait les États-Unis, on disait ah ils sont tous gros. Ah ben maintenant on est tous gros partout. Donc non mais c'est la réalité, c'est ça, c'est qu'on on ne s'en préoccupait pas parce qu'on se sentait pas concerné. Et je pense que du coup, ça vient à la fois de l'éducation quand on est gamin, l'éducation parentale, mais est-ce que c'est même l'éducation dans le pays dans lequel on vit, hein. Concrètement, à l'école, on nous a jamais appris à manger comme il faut, on nous a jamais appris, à comprendre pourquoi il faut manger ci, manger ça et cetera et tout, et surtout qu'on nous a peut-être simplement appris l'idée de la nutrition par rapport à un côté esthétique et pas forcément un côté santé. Mmh. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je fais un sport qui est extrême, mais je fais tout pour être en bonne santé, et c'est ça la différence, c'est que, aujourd'hui, on oublie ça, la santé, et c'est extrêmement important, et et je pense que malheureusement, c'est du business. Ou alors, je dis ça, je suis coach sportif, donc c'est mon gagne-pain aussi, c'est ma vie. Mais moi, je le fais parce que j'ai réellement envie de changer la vie des gens. Je dis souvent, quand je suis avec au téléphone, je dis: «Moi, je suis pas là pour te vendre du rêve, mais je suis là pour aider à atteindre ton rêve», et c'est pas la même chose, et je le pense sincèrement, hein. Tu vois, moi, je dis que dans ma vision de mon travail, c'est de faire un métier que j'aime pour voir les gens s'aimer. C'est vraiment ça. Moi, je le sens vraiment dans mes tripes, c'est ça, et en fait, en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'aujourd'hui, il y avait un marché fort sur ça, et qu'aujourd'hui, plus on te donne de la désinformation, et plus derrière tu comprends pas ce qu'il faut faire, et comme tu comprends pas ce qu'il faut faire, tu testes. Un coup à droite, un coup à gauche, machin, du camp, intermittent, machin. Tu essayes tout ce qu'il fait et tu pas de résultat. Alors du coup, par contre, à la télé, ils vont te montrer une pilule magique. Ah ben tu dis: «Merde, ça a pas marché, mais cette pilule va peut-être marcher». Tu as payé 40 balles dans un complément alimentaire à base de thé et puis de piment, hein, c'est juste ce qu'il y a dedans, et ça marche toujours pas. Donc d'abord, on te saigne, on te prend vraiment beaucoup d'argent et cetera et tout, et à un moment donné, ça va peut-être très loin dans les problèmes de santé, donc là, on va vous dire: «Ah, là, il faut aller voir un médecin, il va s'occuper de vous, diététicien, machin et tout». Tu raques encore une deuxième fois. Alors que si concrètement, dès le départ, on te dit: «Voilà, aujourd'hui, le corps fonctionne comme ça, protéines, glucides, lipides, balance énergétique, plus tu grossis, moins tu perds du poids. Le but, c'est de te stabiliser à ton point zéro de ta balance, et de manger, équilibré, c'est-à-dire ça, tout en te faisant plaisir». Tu as le droit de te faire plaisir, c'est ça, et c'est pas vendeur, en fait, en réalité, de faire ça. C'est juste pas vendeur. Mmh. Donc d'un côté, en fait, on a du coup les marques, les gros lobbies, etc., qui viennent nous gaver, hein. Ils nous ont mis un petit indicateur ABCDE d'ailleurs qui sert Ça absolument à rien, et donc qui sont là vraiment pour pousser à la consommation, etc., et qui participent grandement à l'américanisation de notre société Mmh. en Europe aussi. Et d'un autre côté, on a des gens qui sont censés être là pour nous filer un coup de pouce, mais qui aussi complexifient un peu l'information pour la rendre soit un peu inaccessible, confuse, ou pour vendre leur service tout simplement. Et du coup, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est concrètement ça. Puis après, la réalité, c'est si demain tu trouves une solution qui marche d'un seul coup, alors après c'est des croyances que j'ai peut-être, mais moi je reste persuadé qu'on est capable de trouver des maladies, de régler des problématiques super facilement, et cetera et tout. Et puis tu as des maladies, ça traîne depuis 20 ans, dans le sens qu'on n'arrive pas à avancer, mais on est capable de t'envoyer un mec là-haut sur Mars, quoi, tu vois? Donc Ouais. je me dis, il y a un truc bizarre. J'ai l'impression qu'on profite un maximum, tu sais, de ce qu'on peut gratter, et un jour on amène le bon truc qui va bien. Et le problème, c'est que tu as beaucoup, notamment sur les réseaux, c'est ça, c'est qu'en fait, on va te donner le pourquoi, si tu fais pas ça, tu auras telle problématique, tel danger pour toi. Je peux te donner la solution, je t'en donne un tout petit peu, mais je t'apprends pas à le mettre en place. Mhm. Donc tu restes dépendant, tu es pas autonome, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dépends de quelqu'un. Quelqu'un qui écoute de cet épisode-là, et on voudrait lui dire les 2-3 trucs qu'il a juste besoin de savoir s'il veut perdre du poids à la fin de cet épisode-là, ou s'il veut construire du muscle ou prendre du poids. En quelques mots, comment t'expliques ça? Perdre du poids, mettre en place le déficit calorique. Pour ça, même si on n'aime pas, il faut savoir combien de calories on consomme par jour. Utiliser une application simple, MyFitnessPal, Yazoo, on s'en fout. Une application qui permettra de traquer ses calories. Ça prend 2 minutes le midi, 2 minutes le soir. C'est une excuse de dire que ça prend du temps, c'est pas vrai. Ça prend littéralement 2-3 minutes par repas, c'est tout. Quantifiez sur une semaine ce que vous mangez. Vous avez à la total calorie qui va forcément se faire. Tu sauras qu'à la fin de la semaine, tu manges tant par jour. À ce total-là, tu vas appliquer un déficit, c'est-à-dire que tu vas enlever 300 à 500 kilocalories. Imaginons que tu t'aperçois que tu manges 2500 calories tous les jours en moyenne. La semaine d'après, tu fais tout, tu calcules pour que ta journée, tu manges 2000. Tu as enlevé 500.
Donc là, tu vas rentrer normalement en déficit calorique. Sauf qu'il faut faire attention à consommer suffisamment de protéines. Pourquoi? Parce que autant les lipides et glucides, bon, on peut encore apprendre à le faire dans une deuxième étape, mais pour commencer, au moins les protéines, entre 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps. En gros, tu fais 80 kilos, c'est entre 130 et 160 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Par jour. Par jour. Par jour. Et t'assurer de consommer ça sur ton total de 2000 calories. Ça, c'est pour perdre du poids. Et pratiquer une activité sportive que tu aimes. Je te demande pas d'aller à la salle de sport si t'aimes pas. Je te demande pas de faire du cardio si t'aimes pas. Encore une fois, le cardio fait pas perdre du gras. C'est une simple dépense d'énergie qui va venir aider ton déficit calorique. C'est tout. Faire du ping-pong, c'est pareil. Mais pratique une activité physique sportive que tu aimes. Au moins 3-4 heures par semaine. Et ta diète. Et tu n'y penses plus. Tu laisses le temps faire les choses. Tu surveilles. Toutes les semaines, ton poids, tu l'oublies. Tour de taille. Tu dois voir ton tour de taille évoluer toutes les semaines en diminution. Pourquoi? Parce que le tour de taille, c'est que de l'eau ou que du gras. On n'a quasiment pas de masse musculaire sur les abdos. C'est très léger. Jamais tu prendras 10 cm d'abdos, jamais tu perdras 10 cm d'abdos. Donc s'il y a augmentation, c'est que tu grossis. S'il y a diminution, c'est que tu perds du poids. Et tu continues. Tu oublies ton poids, tu regardes que tes vêtements, que tu es moins serré dedans, tu as fait un trou à ta ceinture, tu vois tes joues qui commencent à se creuser, tu vois que tu es plus essoufflé quand tu tournes l'escalier. Ok, c'est que tu es dans le bon. Et tu continues. Et ça avec une alimentation 80-20. C'est-à-dire, tu fais tout pour que 80% de tes 2000 calories, 1600 à peu près, soient issus d'aliments le plus brut possible. C'est-à-dire ce que Dame Nature nous a donné, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Et en aimant ce qu'on aime, il ne faut pas se forcer à manger un produit brut si on l'aime pas, on choisit l'aliment brut qu'on aime. Et les 20%, c'est ce que tu kiffes. Et encore, tu n'es même pas obligé de faire 20. Ça peut être 90-10, 95-5. Tu écoutes tes envies. Tu peux très bien faire rien toute la semaine et le samedi soir te faire une pizza avec tes potes. C'est pas grave. Mais tant que tu restes sur le global de ta semaine en déficit calorique. Ça, c'est vraiment la base. Et moi, je donne ça dans un guide, un fameux e-book que je donne à mes élèves, enfin à mes futurs élèves, pour qu'ils le mettent en place tout seuls. Moi, aujourd'hui, la plupart de mes élèves ne viennent pas vers moi parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est parce qu'ils ont besoin d'avoir un cadre, de la discipline, quelqu'un qui rend des comptes, et c'est pas la même chose. Ils ne dépendent pas de mon savoir sur comment mettre en place quelque chose. Ils ont simplement besoin de moi pour les tirer vers le haut, les booster, les motiver, etc. Et c'est ça mon rôle de coach. C'est pas de maintenir un secret sur comment mettre en place le truc. Et prendre du muscle, ben c'est exactement la même chose que je viens de te dire, sauf qu'au lieu de te retrouver en déficit de 500, tu vas augmenter de 300-500 kilocalories. Donc tu étais à 2500, tu vas monter à 2800, 3000, etc. Mais là, par contre, tu es quand même obligé de rajouter une partie renforcement musculaire, parce que sans renforcement musculaire, le muscle ne va pas se développer par lui-même. Et c'est clair et net. Tu dois renforcer le renforcement musculaire plus que de la perte de poids. Exactement. Du coup, juste pour comprendre, parce que là, il y a des gens qui pourraient se dire, alors je comprends que je dois réduire mes calories que je mange si je veux perdre du poids, augmenter les calories que j'ingère si je veux en prendre, mais je me base par rapport à quoi? C'est-à-dire, c'est quoi mon référentiel et c'est quoi le chiffre? Alors, je sais qu'il y a des applications aujourd'hui qui, en quelques clics, il te prend ton âge, ta taille, ton poids, etc. Et il te donne, en fait, juste le total calorique, on va dire, plancher, qui est ta base. Comment est-ce que toi, tu fais ça avec tes élèves et qu'est-ce que tu conseilles de faire? C'est pratique d'avoir ces applications-là qui vont te donner un chiffre moyennisant. C'est clairement moyennisant. Ça se trouve facilement sur Internet. C'est vraiment très simple. Ça prend ton âge, comme tu as dit, ton poids. Tu vas rentrer même un peu ton niveau d'activité physique, etc. Tu rentres tout ça. Mais le problème, c'est que souvent, il est faussé. Première chose, parce que les gens surestiment leur niveau d'activité au quotidien. Et généralement, il y a marqué sédentaire, légèrement actif, actif et très actif. Quelqu'un qui est simplement cadre dans une entreprise, qui est stressé, qui fait beaucoup de réunions, etc. Frustré aussi. Et frustré même, il va se mettre en très actif, alors qu'il passe 70 heures par semaine à être assis. Donc non, être stressé, c'est pas être en suractivité. Suractivité, c'est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, et encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de manutention avec des machines, etc. et tout, mais celui qui travaille sur le terrain dur, saisonnier, été, hiver, etc. et tout, ok, il va être dans actif ou très actif. Mais aujourd'hui, les 3/4, voire peut-être même 90% des personnes que j'accompagne, hommes comme femmes, sont tous en sédentaire ou légèrement actifs, mais encore c'est 10%. Et c'est la réalité de la France. On est beaucoup plus dans la sédentarité qu'autre chose. Donc non, aujourd'hui, moi je suis coach sportif, ok, je m'entraîne 4 fois par semaine, 1h, 1h30, mais mon métier fait que je passe plus de 60-70 heures par semaine assis. Je suis sédentaire. Et ça, les gens ne comprennent pas. Moi, c'est l'exemple que je prends. Je fais, attends, mais moi, je m'entraîne 4-5 fois par semaine, mais comme je suis assis le reste du temps toute la semaine, je suis sédentaire. Donc déjà, c'est ne pas se tromper là-dessus et être réaliste avec ce qu'on est réellement, sédentaire ou légèrement actif, et ça va pour 80% de la population. Et donc après, on se sert de ces calculateurs, ok. Le problème, c'est qu'à la limite, ok, on prend cette base-là, on l'applique, on se met, par exemple, l'application te dit 2300, tu testes 2300, tu comptes, tous les jours tu pèses, etc. Tu fais attention à tes protéines, 2300. Et là, moi, ce que je conseille aux gens de faire ça, qui ne sont pas forcément mes élèves, mais quand ils me le demandent, c'est de tester sur 2 semaines. Tu testes sur 2 semaines. Et imaginons que tu t'aperçoives que sur 2 semaines-là, tu n'as pas pris de poids
et tu n'en as pas perdu. Bah donc, ça veut dire que le 2300 théorique de l'application n'est que finalement ton point zéro, ton point de non-dépense énergétique, ta stabilisation. Bah, tant mieux, c'est parfait. Tu sais qu'aujourd'hui, tu n'as plus qu'à appliquer un léger déficit de 300 à 500. À l'inverse, tu manges ce que l'application t'a dit, au bout de 15 jours, alors, tu peux prendre un peu de poids les quelques premiers jours, mais au bout de 15 jours, tu continues à prendre du poids. Là, c'est clairement l'application t'a trop réévalué. Et ben, tu redescends ce total de 200, 300 calories. Tu tentes, moi, ce que je leur demande, c'est de tenter de trouver leur point de stabilisation. Donc, ils vont remonter ou redescendre leurs calories en fonction de ce qui se passe sur 15 jours, tout simplement. Donc, je pars avec une base, peut-être avec une application qui me donne ça, qui me donne un total calorique, et ensuite, j'observe, Ouais. je teste. Si je stagne, c'est qu'il y a un problème. C'est généralement qu'il faut redescendre encore un petit peu les calories. Yes. Et inversement, si je vois que j'arrive pas à prendre, il faut que je monte légèrement. Du coup, très rapidement, pour terminer, tu as commencé à en parler et peut-être que ça donnerait encore un peu plus de contexte aux gens qui écoutent. C'est la répartition. Alors, tu l'as expliqué tout à l'heure. Donc, on a les protéines, les glucides, les lipides. Si aujourd'hui, je veux perdre du poids, quelle doit être à peu près la proportion de ces différents macros dans mon alimentation? Et si je veux prendre de la masse, qu'est-ce que ça représente grosso modo dans les grandes lignes? En réalité, il n'y a pas de différence entre prise de masse et perte de poids. Les macronutriments seront les mêmes. Si on est en fort surpoids, vraiment qu'on a plus de 20-30 kg à perdre, 1,2 à 1,3 g de protéines par kilo de poids corps et sera suffisant. Pourquoi? Parce que faut savoir que ce calcul, il est donné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et même qu'on apprend à l'école, mais il tient pas forcément compte de notre composition corporelle. Si on est trop gros, trop gras ou trop musclé, c'est pas le même impact. Moi, qui suis très musclé, évidemment, je vais tirer dans la fourchette haute 2 à 2,2 grammes. Quelqu'un qui est en fort surpoids très gras, à l'inverse, il va partir, sa masse maigre étant très faible, il n'a pas besoin de consommer 2 grammes pour sauvegarder une masse musculaire qu'il n'a pas. Donc, déjà, il y a à prendre en compte le pourcentage de masse grasse qu'on a dans son corps. Et donc, de se mettre entre 1,2 et 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines. Ensuite, les lipides, généralement, une règle de base, c'est 1 gramme. Tu fais 80 kilos, tu prends 80 grammes de lipides par jour, tout simplement. C'est vraiment la base. Et en fait, c'est facile à faire. Hein. Imaginons, j'ai une bêtise. Tu prends 100 grammes de protéines par jour, sachant que 1 gramme de protéines égale 4 calories, ça fait 400 calories. Donc, tu as déjà 400 calories de protéines. Pour les lipides, on sait que c'est 9 calories pour 1 gramme. Bah donc, du coup, si on va dire que tu es à 100 pareil, ça fait 900 calories. Donc, ça fait 900 plus 400, 9, 10, 11, 12, 13, je suis à 1300 calories. Et donc, imagine que je dois monter à 1800. Il me manque donc 500 calories. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement reprendre 1 gramme de glucides égale 4 calories. Je vais calculer le grammage qu'il me faut pour 4 calories pour aller chercher ces 500 calories. Donc, je commence par mes protéines, ouais. Je complète avec mes lipides ouais. et je viens compléter en fait le gap restant avec les glucides. Et ça, je pense que c'est un truc qui est pratique, mais dont personne ne parle. Très simple. Mais démarrer avec ces protéines, c'est la clé. Parce qu'au moins, tu sais que tu construis en fait ta diète sur des bonnes bases qui sont l'apport que tu as en protéines. Tu me dis si je me trompe. C'est exactement ça. Et moi, d'expérience, depuis 4 ans que je fais ce métier-là, même les hommes, j'ai quasiment la moitié des élèves quand je démarre avec eux qui consomment jamais suffisamment de protéines. Les gens s'imaginent qu'ils en consomment déjà trop parce qu'ils ont toujours cette croyance que c'est dangereux, machin, quoi. Mais non, ils n'en consomment déjà même pas la recommandation de base de l'OMS. Donc forcément, alors oui, ils perdent du poids. Et au début du régime, ils étaient flancs, comme je dis souvent, et à la fin du régime, ils se retrouvent encore plus flancs. Ils comprennent pas pourquoi. Ils ont juste bouffé leur masse musculaire et leur masse graisseuse, elle est quasiment restée identique. Jérôme, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé dans l'interview qui tiendrait à cœur, avec lequel tu aimerais que les gens repartent de cet épisode? Le mindset. Moi, je pense que c'est quelque chose qui... J'ai longtemps cru que le mindset, c'était de la poudre de perlimpinpin, que ça n'avait pas d'intérêt quelconque dans le développement même humain. Tu vois, je comprenais pas les gens qui font des formations autour du mindset, que la compréhension, tout ça, etc. Je pense qu'en réalité, ça détermine tout qui tu es, ce que tu vas faire et les résultats que tu auras. Et donc, moi, je pense que moi j'aimerais vraiment insister sur ça, c'est que d'arrêter de vouloir consommer du mindset court-termiste, c'est-à-dire ce côté, la recherche de la dopamine instantanée. Oui, ça fait du bien. Ok, t'as consommé ta pizza, t'es content, mais 5 minutes après, moi, je consomme une fois par semaine mon brunch, mais mon Dieu, je kiffe mon brunch, parce que c'est mon plaisir à la fin de la semaine. C'est pas une récompense, c'est simplement qu'il est intégré dans ma diète, et je le kiffe. Donc, plutôt le mindset de se dire, ok, d'arrêter de vouloir courir après un besoin court-termiste de satisfaction, parce que ça ne nourrit pas, finalement, c'est un puits sans fin, un puits sans fond. Et plutôt d'aller chercher ce côté long terme de satisfaction de soi. Parce que moi, je sais que si 2023, pour moi, ça a été une année charnière dans ma vie, pas parce que j'ai eu 40 ans, mais parce que je me suis épanoui tant professionnellement que personnellement dans mon couple et également dans ma vie, parce que je vis en fourgon ménager, en van, etc., mais surtout également dans mon côté athlète, ça a été la réalisation de soi.
Et j'ai pu le faire parce que j'ai arrêté de consommer du court-termiste, des actions, des trucs rapides, même dans enfin ouais, tout du court terme pour aller chercher du long terme parce que c'est bien plus satisfaisant à la fin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui a un objectif peut-être similaire au tien, de se bâtir un physique dont il est fier, etc. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter par rapport à l'épisode et peut-être un sujet dont on n'a pas parlé ou des conseils que tu aimerais donner à des gens qui pourraient être inspirés par déjà l'épisode, peut-être par aussi toi, ce que tu as réussi à accomplir, les médailles, etc. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à cette personne-là s'il souhaite s'accomplir personnellement et atteindre ses objectifs? Prends en toi et si tu le fais, fais-le pour toi, pas pour les autres. Et si tu mets les bonnes actions, et on revient à ce qu'on a dit, si tu sais ton pourquoi, que tu sais où tu vas arriver plus tard, tu sauras mettre les bonnes actions au milieu pour aller le chercher. Fais-le, suis ton plan, exécute-le, crois-y, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Pour terminer, j'ai une petite routine. Je sais pas si tu sais que je fais ça sur les fins des épisodes, mais je demande toujours à l'invité qui est passé avant toi de poser une question hors antenne à l'invité qui suit. Et la question qui a été donnée sur le dernier épisode, c'était si tu avais 90 ans aujourd'hui, que tu regardais derrière toi et que tu pouvais adresser un message au Jérôme d'aujourd'hui, ce serait quoi? Bravo, t'as rien lâché. Parce que j'ai des émotions qui montent là. Je vais pas forcément beaucoup te parler de mes parents, mais mes parents, pour moi, c'est ma vraie fierté. L'éducation, les valeurs qu'ils m'ont données, etc. Et je sais que j'aimerais les rendre le plus fiers du monde possible de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, que ce soit professionnellement, personnellement, ou même en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Ça a beaucoup d'importance. Et je me vois, moi, à 90 ans, me dire, ils seront plus là pour le voir, ou alors la technologie aura fait qu'ils seront encore là pour le voir, j'aimerais bien. Ça serait vraiment de me dire que, ouais, ben, bravo, t'as rien lâché, et du haut où tu es, ils sont forcément fiers de ce que tu as réalisé, et donc tu peux être fier aussi également. Ah, tu m'as fait monter la truc à la fin. Moi, Ouais, mes parents, c'est un sujet. Putain, laisse tomber. j'aurais pu creuser encore un peu. Ah, moi, mes parents, si tu veux, c'est un truc. Je sais pas comment expliquer. J'ai, j'ai eu une belle éducation. Tu vois, j'ai jamais manqué de rien. Moi, mes parents, ils ont toujours. Mon père, il travaillait chez Airbus, il était très haut placé. J'ai photo de lui avec Chirac, Sarkozy. Tu vois, il a fait le premier vol de la 380, il était très, très haut placé. Donc, j'ai toujours mis la barrière haute dans ma vie. À l'inverse, mon frère était le petit garçon un peu à problème, tu vois, il mentait beaucoup, etc. et tout. Et Dieu sait que mon frère, il sait que je l'aime, hein, mais ça a été très compliqué. Et moi, je me suis bercé dans mon enfance à vouloir être le petit garçon parfait pour pas que mes parents souffrent, comme j'ai vu mes parents souffrir à cause de mon frère. Mhm. Et donc, j'ai toute ma vie, et même encore maintenant, tu vois, voulu toujours être modèle dans les yeux de mes parents, parce que pour moi, je sais pas si tous les enfants se disent ça de leurs parents, mais en tout cas, moi, je sais que si demain on me donnait le choix de revivre une autre vie, je prendrais la même. Juste parce que je sais ce que mes parents m'ont donné. Vraiment. Mhm. Moi, tu vois, là, j'ai qu'une peur, là, depuis. Ça fait des mois, j'y pense, c'est qu'ils vieillissent, tu vois, ils ont 68 ans. Et pour ça, j'essaie d'aller voir un maximum de temps et que la vie que je me suis créée me permet d'aller les voir quand je veux. Parce que je vois qu'ils vieillissent, je le vois, hein, ils radotent. Il y a des choses qu'ils faisaient pas, qu'ils font maintenant. Tu vois, là, tu commences à comprendre que là, je rentre dedans, etc. Et tout, ça me fait peur. Et moi, ma plus grande peur, c'est celle-ci. Et je veux pouvoir en fait, jusqu'au bout du bout, jusqu'à leur dernier souffle, je veux pouvoir voir dans leurs yeux qu'ils étaient fiers de moi, de ce que j'ai fait, en Ouais. fait. Mais vraiment. Ouais, c'est puissant. Mais je pense que, tu vois, ça là, je pense que c'est beaucoup de monde enfin, constructeur. Parce que toi, quand tu le dis, moi, je sais que, tu vois, je peux m'identifier à ça aussi. Ok. Tu vois, je peux m'identifier à ça de. Moi, j'ai été le premier enfant. Ouais. J'ai eu 2 sœurs jumelles qui ont fait toutes les conneries du monde possible et imaginable. J'ai vu mes parents souffrir, Mm. tu sais, de ça, mais profondément. Ouais, Tu vois, ouais, je pense même que ça a bousillé une partie de leur vie, tu vois. ouais. Vraiment. Et en fait, inconsciemment ou pas, je me le suis jamais dit, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais aussi, c'est pas pour leur éviter des problèmes, mais juste pour me dire, euh, ils en ont eu assez, tu vois, et on va faire en sorte Que toi, t'es là. que moi, Ouais. que j'en rajoute pas, en fait. Mm. Je pense. Et qu'à l'inverse, tu peux même les aider si c'était Ouais. nécessaire, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose là. Tu vois. Et pareil, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais moi, mon père, par exemple, il a toujours cru en moi dans le foot, etc., etc. Et peut-être un des plus, je pense qu'il me l'a jamais dit, mais je pense que une des plus grosses déceptions qu'il a eu dans sa vie, c'est de pas me voir réussir dans le foot. Ouais. Et je pense que ce que je fais aujourd'hui inconsciemment, il y a peut-être aussi le fait de dire, j'ai peut-être pas réussi dans le foot, mais j'ai réussi dans un autre domaine qui peut-être m'épanouit Plus. autant, voire Plus. Ouais. plus. Ouais. Merci. Merci à toi.